on fait le point sur les combats qui nous ont marqués en 2025. Générique. And with that, the 2025 season comes to an end. Good night. On a fait des petites notes, vous voyez pas parce que c'est tout blanc, mais on a fait des petites notes. On va revenir sur cette année 2025 qui a été une grosse année quand même en MMA, qui annonce de bonnes choses pour 2026. Je te laisse commencer. D'ailleurs, lumière rouge, lumière bleue, c'est pour les coins rouge, coin bleu. Je suis le challenger au final, je suis sur ta chaîne. C'est moi qui ai le titre, quoi. Voilà, c'est ça. On commence directement par le premier gros UFC de l'année, l'UFC 311 Islam contre Arman Tsarukyan. Bah, du coup, c'est à cancel instantanément. Voilà, on arrive le vendredi, pesé. On se dit bon, nickel, le combat va arriver. C'est faux. Ouais, donc on avait on avait quand même un gros main event pour le premier événement de l'année. Islam contre Tsarukyan. Tout le monde voulait voir un peu la revanche, comment ça allait se passer avec Tsarukyan qui a évolué depuis, Islam qui a évolué depuis. Tsarukyan qui cancel à moins de 24 heures du combat, qui fait que du coup Moïcano prend le combat en short notice. Donc du coup on se demande pourquoi Arman a pull out et il nous dit qu'apparemment il y a une blessure au dos. Il y a des théories qu'il y a du dopage, qu'il se serait fait choper, etc. Est-ce que c'est vraiment... Il y a des théories où ce serait aussi la perte de poids. Ouais. Est-ce qu'il a loupé le poids? Est-ce que c'est du dopage ou vraiment la blessure? La blessure, on rappelle quand même. C'est un truc avec Nina Drama la veille, il me semble, pour la vidéo de sa chaîne YouTube, il me semble. Donc bon, très mauvaise image pour Tsarukyan. Bah pour le premier événement de l'année, ça la fout mal. Dans la nouvelle salle à Los Angeles, la salle de basket, en plus. Ah, il s'est fait salir. Le seul qui pouvait remplacer, c'était Moïcano. Exactement. Qui était 10ème, je crois, à peu près à ce moment-là. Ouais, 10 ou 11, ouais, par là. On savait que le combat était perdu d'avance pour lui. Il s'est fait soulever en 3 minutes. Soumission d'Islam, c'était rapide. En common event, il y avait Merab contre Oumar. Merab, première défense de ceinture. C'était serré, quand même, les deux premiers. Et après, les deux premiers rounds, il les perd, les deux premiers rounds. Ouais. À partir du troisième, ça bascule totalement pour Merab, qui humilie Oumar sur les 3 derniers rounds, on peut le dire. Ouais. Coco Main, c'était Jiri Jamal Hill. On va s'attarder, je refais un petit point vite fait, on va pas trop s'attarder autant que les autres podcasts sur tous les combats. On revient sur l'année, à chaque fois on babole un peu trop. Ouais, 2 heures, ça fait des grosses vidéos de 2 heures le dernier podcast. Là on va essayer de condenser autour de 1 heure, 1h15, 1h30 maximum. Donc on va passer rapidement sur les combats, mais c'est vraiment pour faire un point un peu sur ce qui s'est passé. On va s'arrêter surtout sur les gros chocs qui nous ont marqués. Les gros chocs et puis les combattants qu'on aime bien aussi, comme par exemple toi. Là par exemple Jiri Prochaska, Jamal Hill, Jiri je le porte dans mon cœur ce mec, même si j'ai fait s'arrêter 2 fois par le mec qui est juste ici. Bon, il a explosé Jamal Hill, on s'y attendait en vrai, explosé, retrait de buste, il a bien appris de Pereira d'ailleurs sur ce KO. Ouais, il avait fait exactement ce qu'il avait pris. Il a fait retrait de buste et crochet gauche à la Pereira et après il a suivi. Je crois que c'était inspiré de Pereira contre Khalil. Il s'inspire de Pereira. Après le reste de la carte, je crois que c'était pas trop mal. Il y avait aussi Jetton Almeida Spivak, Kevin Holland et River, c'était une grosse carte. Et Talbot qui première défaite. Mais voilà. Après, deuxième gros choc qui nous a marqué, français. C'est normal, c'est français. C'est Imavov contre Adesanya en Fight Night en main event. Au mois de février. Pardon. C'était février. J'ai noté mars dans les notes. Non, c'était au mois de février. C'était février. Ouais, est-ce que tu veux en parler en premier peut-être? Ouais, vas-y. Pourquoi pas. Nassourdine qui brise enfin la malédiction du début d'année des Français, parce que souvent on avait tendance à avoir des combats Cyril contre Jones. Poirier BSD. 2 ans d'affilée, on avait perdu quand même des grosses défaites, quoi. KO, soumission rapide. Donc on avait peur de ça personnellement. Enfin nous, pour Imavov, surtout que c'était encore une fois contre une grosse superstar. Au final, ça se passe très bien. KO round 2. Après un round 1 plutôt dur quand même. Ouais. À part sur la fin du round 1, il y a l'uppercut là au bout de bras qui touche bien. Ouais. Mais il fait pas vaciller Adesanya, mais il l'a bien pris. Mais ouais, il perd le round 1. Au final, round 2.
Magnifique. Masterclass, hein. Masterclass Pendant la longue garde là, tu sais, Ouais. où Adesanya est dans ses mains, boum, Magnifique. ça passe. Et magnifique. Sur cette- Énorme victoire, du coup, la plus grosse victoire de MMA français, hein. Je pense, hein. Je pense. Hein. Bon, après, à l'ancienne, il y avait les Tchèques Congo, les machins comme ça, mais Ouais, mais dans le MMA moderne, dans le MMA personnellement, moderne, carrément la plus grosse victoire, je pense. ouais, je pense, hein. Parce En que termes de neck value, on va dire. Parce c'est- qu'après, oui, Cyril a eu la ceinture intérim, mais ouais, mais oui, au moment où il y a eu ce combat, en tout cas, c'est. Enfin, puis. c'est Adesanya. Non, hein, c'est Adesanya quand même. Et il le met KO dans son domaine. Ouais. Pas il le soumet, il le KO. Après, comme event, Shara Magomedov contre MVP. Paye, Bah, première défaite de je m'y attendais, Chara hein. à l'UFC. Je sais pas s'il était invaincu, mais Si, il était invaincu, hein, je crois. Hein. bah première défaite de Chara tout court. Bon après, nous on n'aime pas trop ce combattant. Ouais, Sharapouti, je le trouve un peu surcoté en vrai, mais MVP, j'aime bien, même s'il est. On sait qu'il va pas être champion. Ouais, c'est ça, mais bon, c'est Il est un peu sur la fin, l'entertainment. mais voilà, ouais, c'est un peu entertainment. C'est un mec qui fait du spectacle, on aime bien, il met des KO, il enfonce des crânes, c'est pas mal. On est le retour de Pavlovich qui a gagné contre Rosenstruik après avoir perdu 2 fois d'affilée contre Thomas Spinal et Volkov. Il gagne à la décision. Ouais, Décision, alors que c'est deux cogneurs, ouais, mais voilà. Après, il y avait Fares Diam sur cette même carte, ouais. En qui a entrée, gagné aussi enfin, en contre Mike combat d'entrée Davis. pour la main card. Exactement. Qui se fait barbe. retomber un genou, là, sa jambe, elle finit. Ouais, on dirait qu'il a une qui se Elle est fout à la dessinée barbe. sa barbe. Si je peux me permettre. Mais, Je suis carrément jaloux. mais ouais, du coup, il s'est fait retourner le genou, là. Ouais, Fares, bah, c'est ce combat-là, je crois. l'équipe avait bien tourné hein, de son genou. Et, mais le combat était vraiment, vraiment intéressant. Franchement, c'était un bon combat, décision, victoire logique de Fares. On se demande Ouais, est-ce que le prochain c'est un top 15 parce que ça fait depuis que je crois que je regarde du MMA qu'on se demande quand c'est le top 15 pour Fares. Vraiment. Et là, on rentre dans un gros creux de vide, d'événements nuls, pas trop de numérotés ou des numérotés nuls à chier. Et après, le numéroté qui suit, c'est le 313 Pereira Ankalaev. Et en plus de cette période de creux, Ankalaev qui gagne, et ben on se fait chier. Et ben on se fait chier. Le cauchemar des fans, le cauchemar de l'UFC. Pour ça qu'ils avaient pas donné Ankalaev tout de suite. Hein. Je pense que l'UFC ils avaient quand même peur que PA perde contre Ankalaev. Ça aurait été un cauchemar. Bah voilà, ça s'est produit. Ça s'est produit. Ankalaev qui domine les 5 rounds, on va pas se mentir. Hein. Pereira n'a pas existé, il était sur le reculoir tout le long. Le combat était chiant. Pereira, il a pas existé en fait si on s'est fait chier pendant le combat. Ouais, Donc, en vrai, c'est pas trop ce qui est voilà, passé. juste mais- triste. Il me semble L'événement, qu'il y a des c'était blessures, PA, mais. Il avait plein de blessures, il avait son Mais pied bon. pété, il avait des côtes cassées, Ouais, il était malade aussi. Mais il a pas annulé le combat, donc. Oui, puis il s'en est pas servi comme excuse. Et oui, il s'en est- Non. Bah si, pour la revanche, un peu plus tard, à la fin de l'année, ouais. Il avait dit qu'il était pas à 100%. Hein. Ouais, mais du coup, voilà, c'est en gagnant qu'il dit. Voilà, enfin, Ouais, c'est en ça. gagnant après, je suis à 100%. Sur la même carte, il y avait en commune Geji Fiziev. Si Geji. normalement, c'était Geji Hooker, de base. Fiziev qui prend le short notice à 2 semaines Parce que et Hooker, il qui s'est sauve blessé. la carte. Hooker était blessé, il s'est repété la main, il s'est pété la main 4 fois en stade. Donc, bon, à partir de là, du coup, Geji qui gagne, hein, classique. Après, il y avait Jalin Turner, Ignacio Bahamondes. Jalin Turner qui se fait exploser la gueule et qui prend sa retraite. Sur ce combat-là, il prend sa retraite, il dit qu'il arrête le MMA, qu'il a des problèmes mentaux, etc. C'est Et vrai. qu'il n'arrive plus à faire pratiquer sa passion. Et on a eu en ouverture de main card Bobby Green contre Mauricio Ruffi. Mauricio Ruffi qui claque un des KO de l'année, si ce n'est le KO de l'année en vrai. Magnifique, ouais, franchement. Le coup de pied retourné que tout le monde a vu, hein, de toute manière. Le coup de pied Incroyable. retourné plein de temps dans Bobby Green. Même hein, si c'est ça me c'est fait direct. Green, voilà, qui. Putain, il y avait Joshua Van aussi juste avant, d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, même si Green, il était sur la pente descendante, machin, mais en fait, c'est. Le KO est fou. Et Green, ça reste un nom quand même à l'UFC. Donc quand tu KO Green, les gens Et puis, retiennent. c'est Quoi. que, ouais, c'est ça. C'est ça. Surtout la beauté du KO. Ah, la beauté du geste, ouais. Parce que là, Elle est- le coup de pied retourné, il est précis, il est dans le bon timing. Il est parfait. Il y a tout ce qu'il faut. Magnifique. Après, UFC 314, Volkanovski contre Diego Lopez. On attend ce combat parce qu'on se dit que Volk il va reprendre la ceinture. Il vient de perdre contre Topuria. Il reprend un gros cogneur. Est-ce que ça va le faire?
Topuria, du coup, Et qui a laissé la ceinture vacante. Qui laisse la ceinture vacante pour potentiellement monter On y reviendra. dans l'année. On verra. Mais du coup, la ceinture est vacante et ils ont fait ce combat-là. Nouvelle génération contre Volk. Et au final, combat magnifique. Combat magnifique, hein. Vous avez tous vu le clip de ils se mettent la patate en même temps. Il y a l'uppercut et le crochet qui touchent en même temps. On se croirait dans Dragon Ball. Ouais. C'était magnifique. Le combat avec les fous. Volk qui se fait down. Lopez pareil. Enfin, ça va dans les deux sens. Mais Volk qui domine globalement le combat. Peut-être un poil trop tôt pour Lopez, mais il a pris quand même de l'expérience. Ouais, mais franchement, il s'est bien battu, il s'est bien défendu. Et là, il a fait un gros combat, donc franchement, c'était un très gros combat. On a eu en co-main Pimblet qui gagne contre Michael Chandler. Pimblet qui a impressionné pas mal de gens, dont nous quand même. Moi, c'est son physique qui m'a impressionné. Ouais. Je l'ai trouvé énorme. Il est énorme, les gars. Il est énorme, le mec. Oh, les gars, il est énorme. Il est énorme. Il fait des cuttings absolument gigantesques, hein, parce qu'après quand on le voit dans le public d'autres UFC, on voit qu'il mange bien la cantine. Kilos. Hein. Ouais. Il bouffe mais ouais, il bat Chandler qui est encore 7 à ce moment-là. Mm-hmm. Ouais, il est 7, hein. Et après, et au fur et à mesure de l'année, il va 4 places. Et il passe 4ème, voire 4ème, 5ème, le palier. Hein. Ouais. Alors qu'il a battu le 7, quoi. Qui avait déjà perdu, enfin, Chandler. Chandler, hein, qui est en 2. C'est un nom. Comme ça. Ah oui, il y a eu Rodriguez Pitbull aussi. Je crois que le combat Rodriguez Pitbull, ouais, le combat était pas si ouf. Rodriguez a explosé Pitbull, Pitbull a pas existé. Décision unanime. Bryce Mitchell dans Silva, la soumission potentielle de l'année en vrai. L'une des soumissions de l'année qui a été. Le Ninja Choke, il a été dominé. Ouais, mais... Magnifique. Jean Silva a imposé son style à Bryce Mitchell, lui a vraiment fait comprendre que c'était qu'une petite perte. Quoi. Ouais, il m'a dit j'ai pas peur de toi, je vais te péter les dents. Quoi. Bah après Silva a pas peur de grand monde. Hein. Si ce n'est, je pense que de lui-même. Lui-même, ouais, il a juste peur de ses démons. C'est tout ce qu'il a peur. Je pense. Il y a eu Prates Gary, du coup, juste après. On en parle parce que Prates est un de tes combattants préférés. J'ai mon poulain, je l'avais repéré. Je savais qu'il allait faire des grandes choses. Et il prend Ian Gary en short notice de 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, pas plus. Ouais. Geoff parce que Geoff est blessé sur la carte de Volk. Et du coup, ils l'ont mis 2 semaines après en main event, en plus. Donc en 5 rounds contre Ian Gary. Bah, ça passe à rien. Hein. Ils ont fait une décision. Ian Gary qui prend le combat. Prates qui a failli finir à la fin. Prates qui a failli KO au dernier round. Mais ça s'est joué à pas beaucoup. Hein. Ça, je pense que ça se joue à rien. C'est même pas le même arbitre, je pense que ça peut arrêter. C'est possible, ouais. C'est possible. Et après, du coup, UFC 315, JDM contre Belal Mohamed, combat de fou furieux. Ouais. Belal... Franchement, potentiellement un combat de l'année. Hein. Enfin, de ces débuts d'année, en tout cas. Ouais. Je trouve mais pour moi, c'était le meilleur combat de l'année. Possible, ouais. Je le mettrais même devant Volk Lopez. Et pourtant, Volk Lopez, c'était un énorme fight, je trouve. Ouais. Mais en fait... Magnifique. C'est grâce à Belal, entre guillemets, parce qu'il se prend pour Canelo, mais du coup il perd aussi à cause de ça. Il a dit ouais, j'ai la boxe de Canelo, je vais vous montrer, machin. Il est resté debout. Non, fallait utiliser la lutte. Il est bon en lutte, utilise la lutte. Te fais pas chier, quoi. Je veux dire, t'es contre l'un des meilleurs strikers de la catégorie. Il aurait utilisé la lutte, on se serait tous endormis devant le combat. Exactement, il sera encore champion. Il sera encore champion, très certainement. Et du coup, merci à lui. Hein. T'avais noté nez cassé, lèvres coupées et orbite pétée. Beaucoup de dégâts. Le sale bilan à la fin de l'histoire. On mettra peut-être l'image si on trouve de JDM, enfin non, de Belal, pardon, à la fin du combat. Ouais, JDM en tout cas, magnifique, un masterclass. Ouais. Il a éclaté debout. Hein. De toute façon, en même temps, il n'y a pas de débat. Hein. Debout, JDM, c'est l'un des meilleurs. Ouais. Il a perdu ses 2 premiers combats MMA. Après, il a enchaîné 18 victoires de suite. Il a gagné contre Burns juste avant. Il est fort. JDM, on se demande qui c'est qui peut le déloger avant que cette caté ne bouge énormément. On va revenir un peu plus tard dans l'année. Comme main event, il y a eu Manon Cocorico, la française qui se bat pour la ceinture contre la légende Valentina Shevchenko. Je sais pas trop quoi en penser parce qu'au début tout le monde dit ouais Manon va l'exploser, machin, Baldric et tout, on la hype peut-être beaucoup. Manon qui est extrêmement forte, elle a pas perdu à l'UFC, on est bien d'accord, c'est une monstre. Mais Valentina Shevchenko, ça reste Valentina Shevchenko et c'est pas passé quoi. Mais en même temps,
je pense qu'on peut pas dire que que les médias ou quoi ont surcoté Manon. Elle a battu toute la catégorie. Ça faisait je ne sais combien de fights qu'on disait bon, au bout d'un moment, il va falloir lui donner la championne, les mecs. Et au final, grosse déception. C'est pas passé. Elle était pas dedans ce soir-là. Fait chier. Elle était pas dedans, elle se fait down au premier ou deuxième round, je sais plus, ou même les deux, je crois. Elle se fait down aux deux. Possible, ouais, franchement, je me souviens pas. Ah, mais si, elle se fait down. On dirait qu'elle va se faire TKO au premier ou au deuxième, et en fait, non, elle revient, elle se fait péter le nez même. Ouais. Donc c'était chaud, c'était très chaud. On a failli avoir un KO de Shevchenko. Je pense une des GOAT féminines, mais bon, moi j'aime pas trop. C'est la GOAT féminine, hein, Shevchenko. Ouais. Ouais. Les deux. Il y a pas Nunes qui est devant, je crois. Nunes parce qu'elle a 2 ceintures, mais sinon en termes de nom et de défense de ceinture, c'est la seule championne qui a tous les diamants de sa ceinture remplis. Tu sais, les rubis là autour de l'octogone, je sais pas si t'avais remarqué. Et t'as un rubis en plus, et elle c'est la seule qui a le tout tour. Parce qu'elle a plus de 10 défenses de titre. Enfin de 8 défenses de titre. C'est énorme. C'est pas possible. Donc voilà. Après on a eu il y a eu 2-3 combats au milieu. Il y a eu José Aldo contre comment il s'appelle, Zahabi. Pour moi c'est un vol, encore une fois. On a volé José Aldo, on a mis Zahabi parce que c'était un événement au Canada. Ouais. Zahabi se prend un penalty quand même plein visage alors qu'il est au sol et tout. Ouais. C'est magnifique le combat, enfin il s'est fait arracher, mais bon, José Aldo on l'a enlevé, du coup il prend sa retraite sur ça, José Aldo. Il y a eu Alexa Grasso contre Natalia Silva qui passe du coup logiquement pour la prochaine contender pour le titre, hein. Des 5 elle bat la numéro 1. Et elle a perdu du coup Grasso perd 2 fois d'affilée, hein. Shevchenko, puis Natalia Silva. Natalia Silva, c'est ça. Donc, coup de ouverture de main card, on avait eu Cocorico, le Benoît Saint-Denis national qui devait prendre Joël Alvarez. Joël Alvarez qui pull out début de semaine, enfin la fight week, la fight week. Ouais, du coup, on commence à paniquer, on se dit oh là là, ils sont partis, ils sont dans l'avion, est-ce qu'ils ont appris la nouvelle, machin, est-ce qu'ils vont revenir direct? Au final, ils trouvent un remplaçant, ils avaient le choix, je crois, entre plusieurs noms, et c'est Kyle Prepolek qui a été choisi. Ouais. Combattant canadien. Qu'est-ce qu'il va dire? Premier combat qui avait déjà été à avec l'UFC. Nicolas Haute. Ouais. Kyle Prepolek qui avait déjà été à l'UFC, il me semble qu'il avait perdu, du coup il l'avait pas gardé. Et là, il venait d'une victoire dans son organisation au Canada, il me semble. Et du coup, il passe contre Benoît. Bon, en vrai, Benoît est favori. Mais comme d'hab, c'est du MMA. Donc, il y a quelques inquiétudes, surtout que Benoît revenait de Poirier et Moïcano. Changement de team. Il va avec Nicolas Haute. Premier combat avec les Nico. Donc il y a beaucoup d'attentes autour de ce combat quand même, malgré l'adversaire, entre guillemets. C'est pas pour descendre Prepolek, mais... Surtout en fait Benoît, qu'est-ce qu'il allait faire? Est-ce qu'il allait faire un bon retour ou pas? Au final ça passe. Premier round maîtrisé, deuxième round il lâche l'animal comme il dit, soumission, ça passe bien. Benoît a dominé de toute façon, donc c'était un très bon combat de Benoît. Après on a eu pas une période de creux, mais on a eu 2-3 semaines sans gros combats. Ouais. Et après on a eu Merab contre Sean O'Malley. Ça on va être rapide je pense. Merab qui explose O'Malley encore plus que le premier combat. Plus que le premier combat, après il a soumission nord-sud, alors que O'Malley justement avait tout arrêté, que ce soit l'alcool, drogue, la branlette ici, de ce qu'il disait. Hein. Ouais. Mais c'est pas passé. Ouais. Merab a fait encore mieux que la première fois. Donc voilà. Et oui, je crois que c'est Kayla Harrison en main event qui prend la ceinture, il me semble. Donc prend la ceinture contre Pena et par clé de bras. Donc c'est ça, oui, elle met l'une des soumissions. On attendait ça. De toute façon, Pena un peu surcoté. Kayla Harrison, c'est un vrai bonhomme. Donc ça sent un vrai bonhomme. Voilà. Non, mais elle met l'une des soumissions de l'année quand même avec Kimura. Et du coup, après, on enchaîne avec l'UFC 317. Je vais commencer par le bas et Florent finira par le main event parce que exactement, c'est mon poulain avec un main event. J'adore les deux combattants aussi, mais bon. Combat ouverture de main card, Talbot qui revient contre Felipe Lima et qui gagne, qui est quand même une bonne victoire, hein, parce que Felipe Lima c'est un bourbier. Bon après dans cette KT c'est pareil, hein, du 61
Qui n'est pas un bourbier. Ouais, c'est que des bourbiers. On a Ben El Dariush contre Moïcano. Moi, je pensais... Je sais même plus qui était favori, mais... Moïcano était favori. Il me semble, ouais. Moïcano était favori. Au final, il perd contre Dariush. Donc bon, après Alors la qu'il victoire qu'il a mis à premier, Benoît, on est en mode bon... il perd contre Dariush. Même lui, après, on y reviendra, mais il a dit comment j'ai pu perdre contre ce mec. Mais c'est à la fin de l'année. On reviendra dessus après. Il le down au premier round quand même. Hein. Il a failli mettre KO au premier round, c'est juste qu'il n'arrive pas à terminer. Mais il n'arrive pas à finir. Après, il y a eu Royval contre Joshua Van. Et je pense que c'est l'un des combats de l'année. Parce que il y a eu, il me semble, plus de 400 coups envoyés des deux côtés. Et 200 coups significatifs ont touché. Plus de 200 coups significatifs ont touché pour les deux combattants. C'est le record all-time, toutes catégories confondues. En 3 rounds en plus. Hein. En 3 rounds en plus. Les mecs, je sais pas comment c'est humain d'envoyer autant de coups dans un combat, mais... Et du coup, Van Et 57 kilos. par décision. Au début, il me semble que... c'était un peu disputé quand même, parce que le combat était très serré, mais Van a fini trop fort le troisième round, il a down Royval. Il me semble que c'était au troisième, mais il l'a down. Bah, il l'a down aux 30 dernières secondes. Ouais, c'est ça. Mika, au commentaire, il dit bah voilà, Joshua Van vient de gagner le combat. Voilà, parce que c'était, genre, il y avait 1-1, premier round de Royval, deuxième round Van et troisième round de coup Van. Qui prend short notice d'ailleurs. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de short notice. De base, c'était Royval contre Moreno, je crois. Ou je sais plus qui c'était. Ouais. Au non, c'était Manel Cap contre Royval de base. Putain. Et ouais, bon, le combat s'est refait du coup à la fin de l'année, on a vu ce que ça a donné. Ouais. Mais du coup, bah, Joshua Van qui a pris short notice, alors que le mec était 13ème, je crois, si je dis pas n'importe quoi, ou 14ème. Et il prend le numéro 1 contender de la KT, qui est Brandon Royval. Et bah, il gagne en plus, donc magnifique, il a 23 ans en plus. Magnifique, 23 ans, le prochain prétendant au titre. Parce que juste après ça, on a eu Pantoja contre Kai Kara France. Je pensais que Kai Kara France allait pouvoir faire un truc parce qu'il a un punch et tout. Il s'est fait manger, il a rien fait. Il s'est fait dominer de A à Z. Pantoja le soumet. Masterclass de Pantoja. Et du coup, bah, on a su que ça allait être Van Pantoja plus tard. Et c'est magnifique. Probablement un des champions les plus jeunes de l'UFC, Van. S'il gagne le title shot plus tard. On y reviendra plus tard. Et je te laisse pour le main event de l'UFC 317. Mon goat. Alors que dire déjà ? Je sais pas s'il faut que je parle de la défaite d'Oliveira ou de l'humiliation qu'a mis Topuria Oliveira. Je sais pas. Topuria, du coup, qui monte de KT pour prendre le titre à Islam, sauf que Islam s'est chié dessus, hein, on va pas me faire je sais pas quoi parce que non, enfin, je rigole. En gros, Islam est monté aussi en même temps, mais en vrai ça me fait chier parce que j'ai l'impression qu'il l'a un peu vesqué, mais bon voilà. Ouais, mais je sais pas si vraiment les combattants vesqués les autres, surtout Islam, bon. Je sais pas. Islam il est monté en 77 pour prendre la ceinture au-dessus, et du coup Ilia est monté aussi en même temps. De base, il voulait Islam. On lui met Charles de Bronx Oliveira, tout le monde connaît Oliveira, tout le monde est fan d'Oliveira, personne déteste ce mec, c'est impossible. Ilia, il arrête pas de dire KO premier round, je vais l'humilier, etc. Ah, nous on est hypés comme des cochons, je vais 10 000 edits par jour. Clairement, ceux qui regardent le podcast, qui nous suivent sur Insta, on en est les deux spammers de story en mode on est des mecs. On est des influenceurs, ouais, j'ai 30 abos. En mode on est des médias, on va leur poser les questions et tout. Non. Mais ouais, et du coup, Topuria qui claque le KO de l'année en termes du combat pour le titre, etc. Je pense que c'est le KO de l'année en vrai. Ah, puis c'est sur Charles Oliveira, quoi. Et puis Charles Oliveira, ouais, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas été une KO? 7 ans 8 ans je comme ça pas, ouais. Ou alors il a jamais été une KO lui aussi, je sais plus. Mais il a bousillé sa mère, il lui a mis crochet droit, crochet gauche, fini, ça dort. Au sol, il a pas eu peur d'Oliveira, hein, ceux qui font des édits en mode il s'est chié dessus, je sais pas quoi.
Rien du tout. Walou, il était même en top position. Enfin, c'est lui qui a retourné Oliveira quand c'est Oliveira voulu l'amener au sol. Il l'a contré en lutte. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Puis même dans tous les cas, Oliveira il reste sur le dos, t'as le droit de vouloir te mettre debout. Ouais, voilà, si toi t'es debout, bah l'arbitre fait remonter les deux. Topuria il sait qu'il a l'avantage debout, il va debout. Bah, logique. Et du coup, voilà, il claque le KO de l'année, je pense. Hein. Ouais, magnifique. Et puis c'est ce KO, je pense que je le vois tous les jours et je le regarde tous les jours. C'est un si je l'ai pas vu, je le tape sur Google et je le regarde tous les jours. On est actuellement le 15 décembre, je l'ai vu ce matin et le combat s'est fait le 29 juin. Je l'ai vu tous les jours, ce KO. Depuis le 29 juin, il le regarde en fait. tous les matins en se réveillant. C'est un malade mental. Il me choque, le KO. Ce mec est fou. Mais magnifique. Attends, c'est le KO de l'année et c'était la plus grosse carte de cette moitié d'année. Ouais. Mais puis même Topuria à la presse conf et tout qui dit désolé que ce soit toi et tout, c'est... Ah mais tout est fou. En fait, la presse conf, le mec il savait. La conf d'après combat qui dit je vous l'avais dit, j'avais dit KO au premier round, il va courir sur moi. Il fait comme t'avais marqué. Ouais. Et t'avais marqué aussi, il y a eu que des KO en prélim, round 1. Que des KO en prélim. Vraiment, cette carte était folle. Regardez de la prélim jusqu'à au main event, tout était fou. La carte était folle. Franchement, tout était fou. Tout était fou en commentaire, tout était fou. Tout attaché, tout était fou. Tout était fou. Hashtag tout était fou. Hashtag tout était fou. Je te laisse faire le 318 parce que j'ai beaucoup parlé sur le main event et puis là c'est ton poulain à toi, même si pour moi c'est Holloway. Mais voilà. On passe donc à l'UFC 318 avec mon combattant préféré probablement et qui se bat contre Holloway que j'adore aussi mais pas autant que Poirier. Voilà. Je vais parler que du main event parce que la carte était pas ouf, mais l'événement se nomme The Last Dance quand même pour ils ont fait toute une pub autour de ça pour la retraite de Poirier. On savait que c'était le dernier combat pour la ceinture BMF contre Max Holloway du coup qu'il l'avait eu contre Gaethje. Ouais bah oui, contre Gaethje à l'UFC 300. Première défense de Max Holloway et il la défend et il gagne ce combat par décision. Il a mis plusieurs downs sur Poirier. Il l'a down au deuxième, il l'a down au troisième. Ouais. Et quand il pointe l'octogone à la fin du cinquième, on sent que Dustin Poirier il y va mais pas vraiment quoi. Bah, il y va mais il envoie deux coups. Il a pas envie de prendre le KO. Holloway il envoie des gros coups au corps, gros coups à la tête, Poirier qui colle direct. Ouais. Mais après, qui a envie d'aller contre Holloway au milieu de la cage, à part un certain Topuria, mais qui a envie d'aller au milieu de la cage après ce qu'il avait mis avec Gaethje, à l'UFC 300, c'est... D'ailleurs, Holloway, à la fin, très respectueux, il parle, il dit « Donnez le micro à Poirier, applaudissez-le ». C'est son événement, moi je le laisse finir. J'ai une histoire avec le champion, s'il a un problème, vous m'appelez, je le prends n'importe quand, n'importe qui. S'il y en a qui veulent ma ceinture, je les prends aussi. Et il s'est barré. Et au final, événement magnifique, ça, même si moi j'ai le seum que Poirier il est perdu, Zara il s'est pas pris de KO, et puis Max Holloway a enfin pris sa revanche. C'était le premier combat d'Holloway à l'UFC, c'était Dustin Poirier. Le dernier combat de Dustin Poirier à l'UFC, c'est contre Max Holloway. C'est magnifique. Et on passe à l'UFC 319. 319, qui est Duplessis contre Chimaev, le 17 août. Je te laisse en parler parce que je vais beaucoup parler. Ok. Déjà sur la carte, on va parler que des gros combats parce qu'il y en avait pas mal. Il y avait Jared Cannonier contre MVP, il y avait Kaya Sakura contre Tim Elliott. Mais déjà mon poulain Prates qui revient et qui claque encore un KO de l'année. C'est chiant, il y a que des KO de l'année. C'est chiant, enfin normalement tous mes poulains ils font des KO de l'année, je vais te dire. Il m'a coup de retourné bien circulaire. Hein. Et ouais, Toupie Beyblade, boum, ça passe. Et le KO qui se le prend à la dernière seconde du premier round sur la cloche. Donc magnifique, un walk of knockout qui prend 50 000 balles. Je pense que c'était pour le fait d'avoir cancel le fight la dernière fois. Ouais, il voulait lui faire payer, je pense. Prates avait eu sa première défaite. Bon, il s'est dit, toi, je vais t'anéantir. Toi, tu n'es pas le chef. 4 minutes, 59 secondes du premier round. C'est écrit. Je vois pas. Ah oui. Au milieu. Oui. Et après, il y a eu Ron Murphy contre Aaron Pico.
Aaron Pico qui est un champion du Bellator et qui devait prendre normalement Movsar Evloev. Movsar qui une nouvelle fois a pull out. Et en bout de... C'était à la Fight Week aussi. Et du coup, Ron Murphy, qui est classé 4, prend le short notice. Et qui claque un deuxième coup de coude retourné. C'était sublime. Je pense qu'il est même presque plus beau que celui de. Ah, il est plus beau que celui de Strades. Et puis il est beaucoup plus violent. À l'heure actuelle, celui-là a été nominé. Ouais, et c'est ça. Et à l'heure actuelle, Aaron Pico dort encore. Donc c'est chiant quoi. Depuis. C'est chiant. Depuis le 17 août, c'est relou quoi. On est câble le 15 décembre. Au bout d'un moment, faut se réveiller quoi. C'est un peu casse-couille. Il faudra réveiller le bonhomme parce que je crois qu'il sent pas bien. Appelez-le, on sait jamais. Et après, le main event, Dricus du Plessis contre Chimaev. Magnifique. Enfin, magnifique ou non. Tout dépend de la vision. Moi, personnellement, je pensais que Dricus allait faire quelque chose. Je pensais qu'il allait avoir la force physique pour retenir Chimaev ou pour lui rentrer dedans. Bon, au final, il s'est fait humilier en 5 rangs. Je sais pas, masterclass de Chimaev qui a contrôlé de A à Z en 100 kilos, les gars. Masterclass de Khamzat, même si c'est une bête sauvage du Plessis et qui nous montre des entraînements avec 5 mecs sur lui, au final, contre Khamzat, ça passe pas. Hein. Khamzat qui garde le crucifix tout le long. Crucifix le 100 kilos, c'est une position quand t'es sur le haut du corps. Il contrôle, du Plessis qui n'arrive pas à bouger, il est sur le dos comme une tortue, enfin il l'a humilié quoi. Ouais. Chimaev a étouffé complètement du Plessis. Ouais, il l'a étouffé, du coup nouveau champion. Chimaev prend la ceinture en 84 kilos. Très bien joué pour Chimaev, même si beaucoup de gens retournent leur veste et disent ouais, Chimaev il est chiant. Bah les mecs, c'est ça quand un lutteur se manage niveau cardio, etc. Parce que la grosse question c'était est-ce que Chimaev a du cardio? Oui, quand il le gère, il peut en avoir. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de tentative de soumission dans ce combat, et ce qui a été beaucoup reproché à Chimaev quand même. Il a sécurisé le combat. Il a pas voulu prendre de risque, il a sécurisé le combat parce qu'il avait peur de... C'est ce qu'il faut pour un title shot. Et on passe à l'UFC Paris avec un France-Brésil 98 prime au football où on avait à la base Fares d'ailleurs. Je viens d'y repenser, Fares du coup qui a du pull out parce que il a eu sa grand-mère qui est partie. Qui est décédée, ouais, donc du coup, qui est décédée 2 semaines avant le combat, donc. Triste nouvelle pour Fares, et du coup, il a voulu faire les obsèques de sa grand-mère qui a été pendant la Fight Week et l'UFC, donc il a préféré pull out, donc force à Fares. Et nous, du coup, au lieu de 4 combats France-Brésil, on a plus que 3, mais c'est pas grave. Et on commence avec une victoire française grâce à Oumar Sy qui TKO Branson Ribeiro au round 1. Gros retour de Oumar, enfin qui refait un finish, ça fait plaisir. Et puis première victoire 1-0 pour le France-Brésil, magnifique. Et il revient de sa défaite contre Menifield. Ouais, je te laisse... Donc après on a eu en ouverture de main card, du coup on a eu William Gomis qui a pris Robert Ruchala, ancien adversaire de Saladin Parnasse qui l'avait KO au 4e round, donc un gros mec solide du coup, parce que Saladin d'habitude il les explose en 1 ou 2 rounds, là lui il a tenu quand même 4 rounds le bonhomme. William Gomis qui a rejoint Nicolas Haute entre temps, prépa très compliqué apparemment. Donc parce qu'il a eu beaucoup de blessures au dos, ils sont failli pull out, etc. Donc du coup il est parti en Thaïlande avec Benoît qui était là-bas, et Nicolas Haute. Ouais. Ils étaient tous en Thaïlande. Mais du coup ça s'est bien passé, beaucoup plus agressif qu'à l'accoutumée d'ailleurs. Ouais, il avait beaucoup plus la marche avant Gomis. Et ça c'était. Ça se voit qu'il a fait beaucoup de Muay Thai parce qu'il était beaucoup plus type Muay Thai, je trouve beaucoup plus de côtes, beaucoup plus de genoux que d'habitude. Gros combat, il a dominé sur les 3 rounds, mais Ruchala il a eu des moments quand même. Hein. Ouais, non mais Ruchala solide. Hein. Ouais, solide, hein, parce qu'il en a pris dans la gueule et il n'est pas tombé. Hein. Après, c'est un sale bourbier. Ouais, exactement, Gomis c'est un bourbier. Hein. C'est un des joueurs. Exactement. De manière, c'est un des joueurs. Après, on a eu enfin Axel Sola qui signe à l'UFC et qui prend Riz Maki, qui est un ancien adversaire de Khamzat Chimaev. Je dis pas de la merde, hein, il me semble que c'est lui. Et qui monte d'ailleurs Axel Sola qui prend le combat en short notice.
de 3 semaines, short notice. De 3 Ouais, semaines. mais ça reste un short notice. Ça reste un short notice, alors qu'il avait la main cassée, mais il acceptait quand même parce qu'il savait que c'était son ticket d'entrée pour l'UFC. En welterweight, donc grosse couille. Et il le termine au 3e round. Avec un coup au foie, avec la main pas cassée, et c'était la main qui était de l'autre côté, donc il a pas tapé à la tête, il tape au foie, donc de l'autre côté du corps. C'était magnifique. trop stylé. Moi, il m'a vraiment surpris, Axel. Et TKO, ouais, gros. J'espère qu'il reste en 77 ans. Ça nous fait un petit français en 77. Voilà, c'est vrai que j'espère aussi, parce qu'il a un gros physique, il est énorme. Hein. Moi, j'aime bien. Énorme Et pour puis, un 70. il était bien. Après, lui, il dit que sa caté de prédilection, c'est 74. Ouais. Et qui avait dans son ancienne organisation où il était allé avant l'arrest. Ouais, je crois. Il me semble, ouais. Mais Et juste avant de te laisser la parole, il y avait Bola Geoki aussi, mais du coup qui a perdu contre Madison Jones. Mais c'était surtout la signature de Lozen Keita et qui fait de la merde à la pesée et qui loupe la pesée alors qu'il devait prendre Patricio Pitbull qui était top 9, full à mort. Top 11, je crois. Sincèrement, ou top 11, bon, c'est un top 15. Il est dans le top, quoi. Et Lozen Keita qui est double champ à l'octagon, il signe à l'UFC, il lui donne un top 10. Si tu fais de la merde à la pesée comme ça, t'as pas le droit. Ouais, franchement, on était vraiment dégoûtés. Et l'UFC qui l'a gardé. Je trouve qu'ils ont été encore gentils parce qu'il y a l'UFC, on connaît, ils auraient pu le déjà. Tout le monde voulait voir Lozené à l'UFC parce que le mec a un punch de malade, gros KO. Il a pour un 66, il tape comme un camion. C'était le main event même de la carte prélim, il me semble, à la base. Enfin, le dernier combat, du coup, la carte prélim. Ouais. Et après, il est passé en main card parce qu'il y a eu des annulations. Axel Sola est rentré, donc il était en prélim. Ouais, mais c'était passé beaucoup de choses sur l'UFC Paris. Elle a beaucoup changé. Ouais. Et du coup, grosse déception. On va passer sur le co-main event. Benoît Saint-Denis contre Mauricio Ruffi. Donc Mauricio Ruffi qui revient après Absolute Cinéma. Mauricio Ruffi qui revient après son KO sur Bobby Green, du coup, qui est l'un des KO de l'année. Ruffi, la terreur, le nerds, la terreur des moins de 70 kilos. Le partenaire de Prates, de Caio Borraio, tout ça. Donc on s'y Benoît, il a gagné contre Prepolek, mais on sait pas trop encore ce que ça donne. Moi, personnellement, j'ai dit à Florent, je sens une soumission round 2 de Benoît Saint-Denis. Et moi j'ai dit, je le sens mal, je vais pas prono parce que je le sens mal, Ruffi, il peut claquer une dinguerie. Exactement. Et on n'est pas passé loin. On n'est quand même pas passé loin. Ouais. Le coup de genou le coup de genou sauté et tout coup de coude. J'ai regardé, mais il y a pas longtemps, franchement. C'est pas non. Ouais. Oui. Mais bon, au final, il est pas passé à 100%, mais je me permets, roule sur Ruffi. Il lui met la pression. Il pisse dessus, on peut le dire. Il pisse dessus, il le met au sol, il le soumet deuxième round. Il l'asphyxie totalement. Enfin, magnifique. Mais Ruffi qui trouve des moments debout de temps en temps, qui touche une ou deux fois comme il faut. Et c'est pas parce que Benoît a gagné que Ruffi est pas dangereux ou est une fraude ou je sais pas quoi. On a vu beaucoup de fraudes tchèques après ça. Mais non, Ruffi reste quelqu'un de très dangereux, je pense, et il reviendra fort. Mais quoique à voir, mais parce que bon, son prochain adversaire est terrifiant. Mais du coup, très content pour Benoît. Je me suis dit, putain, pourquoi je vais pas parier sur ce combat? Ah ouais, parce que là, la cote, elle était grosse en plus. Magnifique. 2-0 pour le France-Brésil. Et je te laisse. Et voilà le deuxième, hein. Et voilà le deuxième. La deuxième zéro. Deux finish. Deux finish pour le France-Brésil, magnifique. Je te laisse pour le main event. Ok. Et là, on arrive du coup main event. Nassourdine Imavov qui veut rester actif alors qu'il est déjà numéro 1 contender. Il n'a pas besoin de rester autant actif, mais il a dit qu'il voulait et qu'il prend Caio Borraio, le partenaire d'entraînement de Ruffi, Prates, etc. Le chef des nerds, Sal Bourbier, il a une énorme tête. On sait qu'il est très dur à mettre KO. Mais Nassourdine, c'est un sniper. Hein. Depuis l'année dernière, là, il fait que de step up, il devient monstrueux. Il sort d'un KO sur Adesanya. On se dit, il y en a plein qui disent, il va KO Borraio. Moi, je le dis direct, ça va aller à la décision. Ou alors KO 4-5, mais décision parce que le KO, il est trop dur à faire tomber. Moi, je voyais un KO de Nassour personnellement. Et je voulais dire, Nassour revient du KO contre Adesanya et Caio Borraio revient du TKO sur Cannonier. Non, il n'a pas TKO Cannonier. Ah non, qui revient par contre de la décision contre Cannonier que Nassourdine avait TKO.
Ouais, c'est ça. Sauf qu'il a tellement humilié qu'on dirait qu'il l'a plus KO que Nassourdine, alors que c'est Nassourdine qui l'a KO. Et du coup, classique Nassourdine qui avait le pied cassé. Hein. Et qui se déplace comme un poids, comme un 57 kg, qui tape comme un camion de 93 kg. Mais on sentait quand même qu'il y avait un truc. On sentait qu'il y avait quelque chose, parce que Nassourdine il se déplaçait pas exactement comme d'habitude, mais il se téléportait quand même. Ouais. Enfin, les 2 steps qu'il fait avant le combat, c'est une dinguerie comme il se déplace trop vite. Et la puissance, et les coups, Ryo il est gonflé à la fin. Ouais. Mais du coup, victoire logique de Nassourdine qui domine globalement tout le combat. Donc belle décision pour Ryo qui avait pas perdu à l'UFC, qui était en 7-0 à l'UFC. Ouais. Donc très gros statement qui confirme son statut de numéro 1 et 3-0 pour le France-Brésil. 3-0 pour le France-Brésil, 2-0 pour le Nicolaot contre les Nerds. Ouais. Magnifique. Donc UFC Paris, parfait. Tous les Français ont gagné. Magnifique. Le Belge a perdu, mais... Et l'autre Belge a pull out. Malheureusement pour les Belges, le UFC Paris c'était compliqué. Et en parlant de nerd, le main event de la carte de la semaine d'après de l'UFC Paris, donc l'UFC Mexico, l'UFC Noche, Lopez qui revient de sa défaite contre Volkanovski, contre Jean Silva, le dernier des nerds. Pas de malade mental, hein. C'est les 2 fous du bus qui se foutent sur la gueule. Moi je pariais sur une victoire de Jean Silva parce qu'il est tellement dominant dans ses combats que je pensais que ça allait passer contre Lopez. Bonne dynamique. Les 2, exactement, nerds, bonne dynamique. Les 2 sont des gros cogneurs. Je me suis dit, le premier qui touche, il peut KO. Lopez, il est pas sur une si bonne dynamique que ça, vu qu'il sort d'une défaite. Mais ça reste Volk. Donc ça va. Et au final, il me fait fermer ma gueule et puis il met un coup de retourné et puis il TKO Jean Silva. Hein, le combat, le combat était... Pareil. De gars, il s'envoyait, mais... Qui fait que d'aller de l'avant. Qui a envoyé un coup de retourné, hein. Encore une fois. Les nerds qui prennent tous une défaite cette année. Hein. Prates qui l'a pris contre Yann Gary, Jean Silva qui l'a pris à l'UFC Noche et les 2 autres à l'UFC Paris. Surtout qu'ils enchaînent vraiment, c'est genre sur 2 semaines. Les nerds, parce que du coup Jean Silva, il était pas venu à Paris pour regarder les nerds qui se battaient, parce que lui, il était en prépa pour ce combat-là. Qui était la semaine d'après. Donc les nerds, gros coup sur ce mois de septembre. Et oui, je voulais dire, j'ai retrouvé, c'était la tête de Jean Silva à la fin du combat. C'est terrifiant, mais il l'a transformé. Il y a un mec de la colline à des yeux, Jean Silva, il a des bosses de partout sur le crâne. Masterclass. Il est terrifiant, il était terrifiant. Et j'ai une petite anecdote en rapide. J'ai vu que André Cassata, il est pas pote, mais il parle pas mal avec le coach des nerds. Et il a dit dans un des podcasts, là, il n'y a pas si longtemps, que l'UFC Paris, il a beaucoup appris, le coach des nerds. Ouais. Vu qu'il a pris les premières défaites à l'UFC. Et que pour lui, il a tellement de combattants et tellement de mecs à l'UFC, que ce soit à l'UFC et autres, que ça n'a pas tant impacté que ça mentalement, lui, de prendre autant de défaites de suite, quoi. Parce que pour lui ça reste une soirée comme une soirée, quoi. Parce que tu vois que la semaine d'après il est revenu à l'UFC dans un autre événement, il a revu un autre combat et il a perdu. Et la semaine après il avait des combattants dans d'autres orgas. Oui, c'est ça. Tu vois, parce qu'il parlait en gros dans ce podcast de quand t'as beaucoup de combattants, par exemple comme Nicolas Haute là qui récupère beaucoup de combattants, et est-ce que c'est pas trop dur mentalement? En fait à la fin tu te dis c'est une soirée comme les autres, tant pis, là j'ai perdu, la soirée d'après j'y gagnerai, tu vois. Après le truc c'est le coach ça va. Après, est-ce que les combattants ça va? C'est ça. Mais ils ont tous des préparations mentales. Si le coach ça va, je pense que les combattants ça va. Prates, on a vu qu'il a perdu contre Yann Gary, il est revenu coup de retourné. Hein. Oui, et puis il va revenir encore après. Je pense que les autres nerds, c'est à peu près pareil et que de toute façon, ils restent tous très ouais. On va en reparler. J'ai hâte de voir on a tous hâte de voir leur prochain combat. Donc, exactement. Ils sont tous impressionnants. Donc, après le UFC Paris, après le UFC Noche, on a eu le retour de ce bonhomme. On le voit plus trop parce que le soleil est en train de partir. Pereira contre Ankalaev 2. l'UFC 300. Ankalaev, pardon. Ankalaev à la Clément Marcou. D'ailleurs, Jiri, je viens de citer, qui était sur la même carte aussi. Jiri qui colloque Pereira, qui est sur toutes les cartes où il y a Pereira, je viens de citer. En fait, c'est bien, quoi. S'ils se combattent pas ensemble, s'ils s'affrontent pas, ils sont sur la même carte, quoi. Exactement. Mais du coup, la carte, elle était juste folle. La carte était oufissime. Sur quelques combats, par exemple, un petit jeune en 84, Ateba Gauthier, qui explose
Stetson Je ne sais Vines. pas comment il s'appelle, j'arrive pas à le relire. Treston Preston Vines. mais ouais, qui KO Vine. Mais il me semble qu'il a déjà mis un KO avant à Tebaguchi. Ouais, il a mis un KO avant le début d'année, ouais. Magnifique. C'était le dernier combat de la prélim. Josh Emmett contre Youssef Zalal. Ouais. Josh Emmett, je pensais qu'il allait mettre une commotion cérébrale. Il s'est fait soumettre en 2 secondes. Ça a duré 1 minute. Il s'est fait soumettre direct. Magnifique, j'étais choc barre. Mais les 3 derniers combats. Les 3 derniers, c'était un putain de poulet. Jiri Prochaska contre Khalil Rountree. 2 des combattants. Team Chiri, il est là-bas, là, et les Team Prochaska. J'étais peut-être un peu plus Team Rountree. Mais en fait, c'est surtout que je me suis dit, bon, les deux sont monstrueux, les deux ont un striking de malade, les deux ont un punch de malade. Prochaska est un peu trop aléatoire, tu vois. Et vu le combat que Rountree avait fait contre Pereira, je me suis dit, ça va pas passer pour Jiri. Il va se prendre un coup qui va le KO, tu vois, au bout d'un moment. Jiri roule sur... non, pardon. Rountree, ça m'excite ce combat. Ah, ça lui dit la nouille, ce combat. Non, mais Rountree roule sur Jiri les 2 premiers rounds. Ah ouais, puis pas qu'un peu, hein. Enfin, Jiri n'existe pas. J'ai l'impression que Jiri est cassé en deux, c'est pas le même mec. On est en mode putain, waouh. Et même je me sentais mal pour Jiri. Et bah ouais, moi aussi. Au troisième, je reprends le relais parce que le troisième, Jiri fait une folie. Ça y est, il sent mal. Jiri fait une folie. Le comeback of the year. Ouais. Il enchaîne la gueule. Rountree, il devient multicolore. Il y a du sang qui chic de partout. Il se fait briser le nez en deux, l'arcade. Il est brisé. On sent que Khalil, il a plus de cardio. Et Jiri qui crochette avec son bras avant la garde et qui envoie un énorme crochet menton et qui KO net. Mais net, Khalil Rountree, comeback of the year pour le moment. Magnifique. Je suis dégoûté pour Rountree à ce moment-là. Mais je suis content pour Jiri en même temps, mais je suis trop dégoûté pour Rountree, tu vois. Violent, hein. En plus, le KO était mais en fait, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de gestion et de cardio pour Rountree. Parce que c'était pareil contre Pereira. Contre Pereira, il s'en sortait bien. Même, je crois qu'il gagnait les premiers rounds. Je sais pas ce qu'ils avaient scoré les juges, mais de ma vision, c'était très serré quand même. Et j'ai l'impression que Rountree gagnait. Et au final, ça s'est retourné 4e round, il me semble, contre Pereira, où il se fait KO et il se fait pareil, il se fait enchaîner contre la cage, machin. Et là, c'était un peu pareil, j'ai trouvé. Tu vois, Jiri commençait à reprendre le dessus. En fait, quand t'accélères, quand Rountree commence à être mort, c'est bon, t'as gagné, tu vois. Parce que Rountree, il y a plus en pouvoir. Magnifique, Jiri, bravo. Magnifique. Du coup, Jiri qui regagne encore et qui est toujours premier contender. Hein. Ouais. Monstrueux, Jiri. Après, tu peux parler de Merab si t'as envie. Après, c'était Merab contre Cory Sandhagen. Merab, 3e défense de l'année ou 2e, je sais plus. 3e. C'était la 3e. 3e. 3e défense de l'année. Déjà pour Merab. Merab, le chaos. Moi, en plus, j'aimais bien Sterling qui est dans le coin de Merab. Mais tu m'en avais parlé, t'avais dit que Merab était même meilleur que Sterling. Non, mais j'avais dit, mais de toute façon, j'avais répété Sterling. Hein. Merab dit l'inverse. En fait, les deux, ils disent, ouais, il est meilleur que moi, mais bon, Merab et Sterling sont juste monstrueux. Mais Merab, voilà, fait du Merab, gagne contre Sandhagen en 5 ans. Ça doit être le KO au 2e ou au 3e. Magnifique. 3e défense réussie. Il bat des records encore une fois. Enfin, Merab cette année a battu ses propres records qu'il avait créés en fait. Genre ce mec c'est juste ouf ce qu'il arrive à faire. Il a battu le record de takedown de Georges Saint-Pierre sur ce combat. Il passe à plus de 107 takedowns et il est à 96 je crois Georges Saint-Pierre. Juste ouf ici. Ouf. Juste ouf. Désolé je suis un peu bas. Bon ça va. Vas-y, après fais le après, du coup, le main event, Magomed Ankalaev contre Pereira. Que dire? Pereira qui vient et qui dit je vais l'enculer, littéralement. Il a littéralement dit ça. Je vais lui briser ses os, je vais récupérer la ceinture. Je vais boire son sang. Et je vais boire son sang. Et il l'a dit, il va pas comprendre ce qui lui arrive parce qu'à chaque fois que je combats, je suis à 40%. Parce que si je suis au-dessus. Enfin, parce que déjà il est blessé, il dit qu'il est tout le temps blessé pour ses combats, donc il peut pas être au-dessus de 40% de sa force maximale, et que s'il est au-dessus
de 50%, il peut tuer n'importe quel homme sur la terre, et s'il est à 100%, il peut tuer n'importe quel combattant, selon ses dires. Donc bon, après, vu ce qu'il met, sincèrement, je le crois. Oh, je le crois, hein. Je veux pas le remettre en question personnellement. Hein. Peut-être un petit Ngannou, est-ce qu'il peut le KO même quand il est à 100%, ça je sais pas, mais franchement ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas tant que ça. Après, ouais. Et du coup, après Ngannou, il est pas invincible, il s'est bien fait sécher. Mais du coup, premier round, KO, 1 minute 20, ça fait 120 secondes. Ça fait 120 secondes. C'était expéditif. Hein. Il prend le centre, il court dessus, il met 2-3 low kicks, hop, on voit qu'Ankalaev il est déjà vite perdu parce qu'il se dit oula, d'habitude c'est moi qui mets la pression, c'est moi qui ai fait ça là, au combat d'avant. Pereira là, oula, il est un peu énervé. Il s'est mis sur le reculoir, dès qu'il a touché le dos contre la cage, boum, overhand, terminé, il a pris plein de temps, puis il est tombé par terre, TKO, ça a duré 1 minute 20. Magnifique, le rêve des fans et de l'UFC. Ah ouais, tout le monde était heureux. Tout le monde était heureux. Ouais, c'est bon. C'est dit putain, début d'année, resté champion. Merde. Ouais. En fait, Belal, Mohamed et Ankalaev, c'est un peu les deux mêmes champions. Ils sont passés tous les deux champions, on s'est dit merde, ils vont rester longtemps champions, cette galère. Les deux ont perdu leur ceinture première défense. Ouais. Ankalaev n'a même pas été champion un an du coup. Parce que lui, il a gagné fin d'année, il a perdu fin d'année. Mais là non plus, il a été champion en juillet l'année dernière et là il a été champion. Ouais, il a perdu en mai. Ouais. En presque un an. Et là, c'est dans la même année calendaire quoi qu'il a perdu. Ouais, c'est vrai. Donc là, on va aller sur un autre event. C'était pas l'UFC, c'était juste, ça nous a choc barre parce qu'on n'était pas prêt du tout. On savait que c'était possible, mais de cette manière, je savais pas. Ah ouais, non. Baki contre Zebo. Zebo qui à l'arrêt 35. Explose Baki à l'arrêt, 35 du coup. Qui explose Baki, qui le KO. Inanimé, raide mort au sol, parallèle au plafond, alors qu'il est à Strasbourg, dans la ville de Baki. Dans la ville de Baki. Public, devant sa daronne, devant son daron. Devant Zebo, tout le monde. Il a mis un high kick. Putain de combinaison. Bam, Baki raide mort au sol. Baki, Baki qui était favori, même largement je crois favori. Largement, ouais, la cote était à 4 de Zebo. Ouais. De base. Ouais. Et Zebo, KO, roule 4, je crois qu'elle est à 70. Ouais. C'est ce que je t'avais dit. Mais ouais, magnifique. Un des, je pense, le combat franco-français le plus big de l'année. Je crois pas qu'il y en ait eu d'autres aussi big. Franco-français. Franco-français. Ouais. Enfin, français, quoi. Ouais, largement. Je crois, ouais. Je pense que, et encore, même le combat dont on parlera après, je suis pas sûr que ce soit le plus gros, tu vois. Mais bon. Ouais, tu penses que tu mets celui-là au-dessus? Oh, je pense qu'en termes de hype et de trucs, ouais. Okay. Les gens, je pense qu'ils connaissent plus Baki Zebo que Patrick Jousset. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais parce que Doumbé, tu vois. Et du coup, justement, le triangle Doumbé, Zebo, Baki, Doumbé, Doumbé, Zebo, Zebo, Baki. Magnifique. Zebo qui fait fermer des bouches quand même. Mais Baki, lui, a quand même de la chance d'être, ouais, on va dire, pote avec beaucoup d'influenceurs, etc. Il se fait pas trop éteindre sur les réseaux, hein, parce que Zebo, comment il s'était fait éteindre quand Doumbé l'a KO, c'était autre chose. Hein. Là, encore une fois, Zebo, c'était Zebo, t'es mort sur l'entrée, tu vois. Mm-hmm. Il y avait ce truc qui était resté de Doumbé, donc super content pour Zebo. Carrément, super content, c'est un super mec. Même si j'adore Baki, hein, mais... Il est extrêmement gentil. Après le combat, il vient, il fait des câlins à Baki, il dit je suis désolé et tout de lui avoir fait ça, parce qu'ils sont potes quand même de base. Ouais, ils étaient partenaires d'entraînement, c'est un partenaire d'entraînement. C'est un partenaire d'entraînement. Et le mec, même en gagnant, des gens trouvent le moyen de le rabaisser. Même le propre frère de Baki qui sort quoi à Zebo alors qu'il vient de KO ton ref, il lui sort, il s'est battu, mais t'inquiète, il était blessé, il avait les croisés. Il aurait pas eu les croisés, t'aurais rien fait. Oh frérot, arrête. Ouais, mais il avait le seum. Il avait le seum, je comprends. C'est le grand frère, tu vois, mais... Ouais, c'est pas le grand, c'est celui du milieu, mais ouais, c'est quand même le grand frère de Baki, je comprends. Ouais. Mais au bout d'un moment, les gars, c'est sport. Que tu gagnes ou que tu perds. Après, blessé, même Baki, il dit non, mais ça n'a rien à voir. Enfin, oui, il coupe un peu son frère, mais... Oui, mais carrément. Il a parlé sur les émotions. Et les émotions, ouais. Mais bon, quand même là, t'as pas à dire ça, tu vois.
Parce que quand Surtout c'était que doublé, Zebo est vous avez super. dit. Vas-y. J'allais dire surtout que Zebo est super sympa, il est en mode désolé à la fin du combat et tout. Oui, on va faire une revanche et tout. Tu de toute vois, façon, laisse-le célébrer sa victoire et voilà. Ah oui. Et surtout que quand c'était contre Doumbé, c'était en mode te sers pas de l'épine comme une excuse, la même personne. Ouais, voilà. Enfin, au bout d'un moment, faut deux fois Faut deux être, mesures. Enfin, si faut tu dis être, un truc, sois cohérent quand ça t'arrive à toi, tu vois. C'est ça, faut être cohérent. Exactement. Mais en tout cas, incroyable. Très Ouais. content pour Zebo. Très bien pour Normalement, on est censé le revoir dans pas longtemps, mais ça, on reviendra à la fin. Et du coup, UFC 321, tant que j'ai la parole, Gann contre Aspinal. Je ferme ma bouche et je te laisse en parler parce que si j'ai envie de vomir. Juste envie de vomir. Gann contre Aspinal. Combat super attendu. Hype de ouf. Les poids Trop lourds. hypé, hein. Personnellement, j'en peux plus, je tremble toute la journée, oui. je me fracasse le pec dans la bagnole, En tant que sous élite dans Français, mon c'est un crâne. truc de ouf. Et même à l'international, le combat était quand même super attendu parce que Thomas Spinal s'est fait cuck par, comme ils disent les Américains, je crois, ou les Anglais, il s'est fait cuck par Jones. Thomas Spinal est passé champion après que Jones ait pris sa retraite comme ça à la zob. Enfin, après sa retraite, hein, bon, voilà. Il passe champion officiel, Undisputed. Du coup, on a Gann Cyril. Premier round. Là, on n'a pas Gann, on a Gann Aspinal. Pardon, on a Gann Aspinal. Premier round, ça commence. On est terrifié parce que Thomas Spinal a un gros premier round. Il a mis tous ses KO au premier round. Il n'a jamais dépassé le premier round. C'est ça. Vas-y. Et on est tous en stress et tout, on est en panique totale. D'ailleurs, c'est en mesure française. Donc nous, on est au boulot, ouais. Donc nous, on est au Comme boulot, ça, quand devant ça le arrive. bar. On était devant le bar, on était chaud, on était comme ça. Ah, c'est Cyril. Et là, on voit quoi? On voit Cyril qui commence à exploser Thomas Spinal debout. On se dit, mais wesh, Cyril, il fait quoi? Cyril qui a passé 4 mois de sa vie, loin de sa famille, loin de ses enfants, Gros camp. qui juste, il s'est entraîné en lutte, au sol, en grappling, en MMA total, en striking, à Dubaï, avec des champions olympiques et des champions du monde de lutte. Enfin, on se dit, Cyril va nous pondre un poulet. On se dit, là, Cyril, c'est son moment ou jamais. On voit quoi? Énorme premier rang. Cyril, short noir, c'est méchant gamin. C'est sale gosse qui arrive. C'est dans la ça le cage. gamin. Sale gamin sous la reine de l'O5. Salut, Ça, quand sous tu gazo. rentres, on Je se dit préfère qu'il qu'il va rentre sur faire le une gazo dinguerie. que Caris. Hein. Les premiers rounds, du coup, on se chie dessus, mais on voit que Cyril, ça déroule. Ça on voit va. que ça déroule. On voit que ça va. Ça déroule. Je dirais Ça pas, déroule. on voit qu'il explose ou quoi, et même encore aujourd'hui, je trouve pas qu'il a explosé. Non, il l'a pas explosé Gaz en non plus. vrai. Mais, Enfin, qu'il a pas mais explosé il à Spinal non déroule. plus. Et c'est lui qui est devant, je trouve. Mais je pense que c'est lui qui est devant. Gann fait encore une fois un high poke dans un combat. Il avait déjà eu des petites remarques, je crois, de l'arbitre qui lui dit de faire attention avec les doigts parce qu'il a failli en mettre à Spinal déjà pendant le premier round apparemment, je sais plus quand. Mais là, cette fois, il a la main pas vraiment comme ça, mais enfin, on dirait que je suis en bas, mais là je suis droit. Mais il a la main un peu tendue, doigt tendu. Aspinal qui se prend les doigts dans les deux yeux. Alors bon. Fermé. Les deux yeux qu'il a fermés, parce qu'il est le réflexe humain de quand t'as un truc qui s'approche de tes yeux, tu fermes tes yeux. Tu vois sur le ralenti. Attends, faut que ça processe. Moi, je pars dans l'upside down. Vous voulez voir? Ouais, Je on peux cadeau là. commence à vraiment. Là, je suis un avatar, moi, dans 2 minutes. Je commence à paraître là, moi. On a deux doigts, il me semble, qui rentrent bien. Il y a même une phalange quasiment qui rentre dans l'œil droit de Thomas Spinal. Et on a deux Non, autres c'est son doigts. œil gauche. C'est son œil gauche. du Non. coup. Ah ouais? Non, qui rentrent dans C'est l'œil pas l'œil droit. où il fait. Ouais, mais c'est pas l'œil où il a mal, c'est l'autre. Il y a un œil, oui, il y a un œil où il y a quasiment une phalange qui rentre. Salut à tous, alors oui c'est moi qui m'occupe du montage, donc je voulais vous dire pour ce passage, je me suis trompé. À chaque fois que je parle de l'œil droit, en fait je parle de l'œil gauche et inversement. Donc Florent a raison, Thomas Spinal se tient plus l'œil droit avec la lingette et pas l'œil gauche. Les doigts où ça rentre le moins fort, c'est l'œil droit et Thomas Spinal a mal à l'œil droit. Et du coup, les doigts où ça rentre fort, c'est l'œil gauche. Et Thomas Spinal ne montre pas forcément de signe sur le moment où il a mal à l'œil gauche. C'est vraiment concentré sur l'œil droit.
et son autre œil gauche, il y a deux doigts qui font un peu comme ça, quoi. Tu vois, et qui s'enfoncent un peu, mais ça va. Les lunettes, ça se voit pas. Mais ouais, mais voilà, il fait ça, tu vois. Ça se fait un peu après, ça. Ça a l'air d'être un peu plus vénère quand même. Mais et bon, franchement, ça j'appuie. tape Oui, l'œil. après, c'est des poids lourds. Les mecs, son doigt, c'est 2 pouces à moi, tu vois, je pense. J'ai jamais vu Cyril en vrai, mais ça doit être un truc comme ça. Mais bon, Ah, tu lui sers la main, on lui sert 2 doigts. c'est Thomas Spinal, il est proportionnel, voilà. Mais et l'œil où ça rentre le moins et où on a l'impression qu'il y a le moins de dégâts, c'est l'œil gauche donc. Et Thomas Spinal a plus mal à cet œil. Il y a un souci, tu vois. Genre, normalement, c'est l'œil droit qui est en PLS. Il demande des compresses pendant le combat. Il demande les compresses. Il a 5 minutes. Il a 5 minutes pour pouvoir se remettre de son hypoke. Allez. 1 minute passe. Bon. Ça arrive, tu vois. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, ça pue du cul. Là, c'est mort. Là, ça pue du cul, va jamais revenir. Mais ce qui est, parce que bon, il y a eu beaucoup d'analyses de ce moment-là. Enfin, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'analyses d'un hypoke. Hein. Il a la compresse, il la garde tout le temps. Pendant 5 minutes, il la garde et il essaye pas de voir, tu vois. Il frotte, machin, il essaye, mais il essaye pas d'ouvrir l'œil. Et là, non, j'ai trop mal, non, je peux pas voir. Et le médecin ne lui fait pas de test, tu sais, comme Benoît, par exemple, il y a eu contre les Macano. 1, les 2, ferme ton œil. Aucun test, rien. Il dit non, mais je peux pas voir. Combat annulé, no contest. Thomas Spinal garde la ceinture. Bon, là, on a envie de tout casser, hein. Je pense que c'est le plus gros flop de l'année, ça c'est sûr. Ah bah, ça c'est sûr et certain. Et c'est l'une des plus grosses... l'un des plus gros débats sur Internet de... est-ce qu'il a fui? Est-ce qu'il a vraiment mal? Est-ce que machin? On n'a pas beaucoup d'infos après. On voit que les médecins de l'UFC disent il n'y a rien à son œil, il n'y a pas de... Il n'a rien du tout, les médecins de l'UFC. Hein. Ils disent qu'il n'y a rien du tout. Ah, mais c'est pour ça que j'ai précisé. Les médecins de l'UFC disent qu'il n'y a rien. Moi, plus tard, hein, on a eu les infos. En Angleterre. En Angleterre, les médecins qui connaissent bien Thomas Spinal. Oh non, mais il a... Enfin... Après, c'est un compte rendu, c'est noir sur blanc, croppé sur Instagram. À tout moment, c'est un coup, tu vois, de montage ou quoi. Mais on a un texte avec le compte rendu du médecin de Thomas Spinal qui dit ouais, il a une liste longue comme le bras. Je suis même pas médecin, 3/4 des trucs, je sais même pas ce que ça veut dire. Et voilà, mais en gros, il avait des dédoublements de la vision, donc ça veut dire qu'il voit 2 fois Cyril, par exemple. Il avait une mauvaise coordination, donc quand tu fais ça, c'est un œil qui va à droite et bah l'autre, genre, il est plus lent ou il va pas au même endroit ou je sais pas quoi. Enfin, plein de trucs. Alors que on voit dans le vlog de Thomas Spinal, quand il est chez le médecin, il a la compresse. Et il fait un petit side hide, je pense que je le mettrai au montage. Ouais, il est comme ça, mais tu sais, on dirait en primaire quand tu regardes si on te voit bien faire un truc. Ouais, tu vois, si on te surveille ou pas, tu vois. En fait, tu vois qu'il est encore filmé et ça a tourné de malade. Donc ça l'a vraiment pas arrangé. La com de Thomas Spinal après le fight est catastrophique. Surtout que, ouais, c'est ça. Et en plus, il fait le mec qui a mal à l'œil, mais quand t'as mal à un œil, tu fais tout pour l'ouvrir généralement ton œil. Bah oui, en fait, personnellement, j'ai eu une écharpe dans l'œil. J'avais l'œil fermé. C'est réel en plus, ouais, c'est vrai. C'est réel, j'ai eu une écharpe dans mon œil. J'ai eu l'œil fermé et je faisais tout pour l'ouvrir pour que ça coule. Parce que sinon, en fait, t'as de l'eau qui s'accumule dans la paupière et c'est terrible. C'est ignoble. Ça fait mal, ça gratte et tout. Ce mec, il met un coton gros comme ma main, comme ça, avec des bandages et tout. En mode, il a trop mal, il peut pas ouvrir l'œil, il est aveugle. En mode, c'est un pirate un pirate des Caraïbes. Alors que, normalement, c'est l'inverse. T'essayes de tout faire pour ouvrir ton œil et que ça coule. Pense que et que après, t'espères que ça parte. C'est un hypox, c'est pas du. Oui, après, c'est pas une écharpe dans un truc, mais par exemple, quand on est gamin, on s'est déjà foutu des doigts dans les yeux, on a déjà tous pris, je pense, des fois, ça met des doigts dans le cul. Ou des trucs. Non mais moi je m'en souviens quand j'étais gamin, parce que tu m'as fait rappeler, mais on avait un bac à sable en primaire, j'avais pris du sable dans l'œil, je suis comme ça, genre je suis là, je me gratte machin, mais en fait t'essayes d'ouvrir l'œil, c'est vrai. Genre en fait c'est il y a eu plusieurs médecins qui sont pas des médecins anglais parler, et ils ont dit en fait tout le moment pendant les 5 minutes et au moment où il se prend l'hypoke, il a des réflexes qui sont pas les réflexes que t'as quand t'as vraiment un truc mal à l'œil et tout, tu vois. Et puis bon, il a pas mal au bon œil. Alors oui, il y a un côté chauvin peut-être de parce qu'on voulait voir Cyril, on voyait que ça partait bien, on s'est dit il peut faire quelque chose, il a tout niqué, bon.
mais je veux bien que les combattants, ça fuit pas les combats, ça a pas peur, machin, mais après, je comprends, c'est logique. Mais Tom, il a vu que ça allait être galère et il se dit, je prends pas de risque. Et là, c'est logique en soi qu'il arrête parce qu'il est en mode, bon, je pas envie de perdre ma ceinture, tu vois. Mais pour moi, mais vraiment pour moi, il a trouvé la solution de sortie, tu vois. Enfin, il a pris la porte de sortie. Je suis d'accord. J'ai passé plus de temps. D'accord. J'ai passé plus de temps sur l'iPod que sur 3 cartes, je pense. Ouais, carrément. On a un peu été long, mais c'est vrai qu'il y en a des choses à dire. Mais voilà. Fallait vider notre sac. Parce que là, j'en avais plein le cul. Ça fait 2 mois, on est 2 mois après le combat. On sait toujours pas ce qu'est Thomas Pinal, on sait toujours pas quand va être la revanche. On sait pas ce que va être la UFC Qatar qui est 2 semaines après, quoi. Donc, ouais. Gros flop. Là, des dernières infos potentielles en rumeur qu'on ait, ce serait Cyril Gane contre Pereira en ceinture intérim. Ouais. Voilà ce qu'on sait. Parce que apparemment, Aspinall serait toujours aveugle. Aspinall serait toujours aveugle. 2 semaines après, il est devant sa télé en train de regarder. Enfin, on l'a vu déjà qu'il regardait les autres événements. Et là, je crois qu'il était dans un des derniers événements de l'année. En train de regarder, tu vois. Enfin, bon, d'un moment. Avec un. Non, mais bon, noir et blanc, je crois. Ouais, mais ça, en fait, il a la vision d'un chien, en fait. C'est un kleps. C'est un putain de clébard. C'est un putain de taureau avec les couleurs rouges. Non, mais, enfin, bon. Ah, ouais, bref. On va pas manquer de respect, mais pour moi, Spinal a fui. Enfin, a pris la porte de sortie. C'est. Je vais quand même le mettre. Je vais quand même le dire, mais oui, c'est de la faute de Cyril. Mais Aspinall s'en sort vraiment bien, quoi. On va pas se mentir. C'est vrai qu'il s'en sort plutôt très très bien. Je vais revenir très vite sur les autres combats, très très vite. Umar qui gagne contre Bautista, combat très serré, il se fait down en plus, mais combat très serré. Ouais. Et très gros KO d'un prospect, Sakid, qui était contre Nasr. Un des KO de l'année. Nasrat Akparast. Ouais. L'Australien qui met un high kick qui endort directement le mec. C'était violent, d'une violence sans nom. Il a été nommé pour les KO de l'année, les débuts de l'année. Ouais, pour les débuts de l'année. Ouais. Très très gros prospect. Ça nous a surpris. Et moi, j'ai été surpris par Bautista. Tu m'avais dit Bautista, il va être dangereux quand même pour voir machin. Ça va être un bourbier. Je me suis dit, bon, c'est un Nurmagomedov. Voilà, c'est des mecs invincibles. Bon, après ce long monologue sur Aspinall contre Cyril, on passe à, je pense, ce qui est la carte de l'année pour moi, l'événement de l'année. L'UFC 322 au Madison Square Garden. À New York, salle emblématique. Je vais commencer juste par le dernier combat de la prélim, parce que moi je me suis réveillé à ce moment-là et j'ai vu ce qui s'est passé. Bonical qui met un high kick sur Rodolfo Vieira. Toute la prélim. Ça m'a vraiment surpris parce que j'aime pas trop Bonical et je crois qu'il met rarement des finishes, en tout cas pas de KO. C'est un gros lutteur, donc on s'attendait pas à ce qu'il mette un high kick comme ça. High kick magnifique. Pleine bouche, hein. Enfin, magnifique, au troisième rang. Du coup, on passe à la main card. L'entrée par Benoît Saint-Denis contre Beneil Dariush. La plus grosse main card de l'année, ça par contre, il n'y a pas de débat. Tout l'événement déjà été fou, les prélims, c'était ouf. Là, la main card est juste stratosphérique. On est sur du niveau UFC 300, pas loin. Franchement, ouais. Ils se sont donnés pour le Madison. Je commence à être un avatar. Désolé pour les lights, mais on va vite finir. Mais c'est pas grave, tant qu'on nous voit, c'est bon, c'est le principal. Je commence à partir de l'upside down. On va mettre. Il y a des gars qui m'appellent. On va mettre ta musique préférée dans 2 minutes parce qu'on sent que t'es dans la merde. Bref, Benoît Saint-Denis. Je vais faire rapide parce que le combat était rapide. KO en 16 secondes sur Beneil Dariush. Magnifique. On s'est dit le top 9. Enfin, grosse victoire contre Rufi avant. Là, c'est le top 9. On va voir si Benoît a le niveau du top 10 de la catégorie la plus stack de l'UFC. Enfin, la plus dangereuse. Mais bon, je pense que c'est un peu changé en vrai. Magnifique. Il l'a expliqué plusieurs fois, mais deux uppercuts pour remonter la tête. Crochet gauche. Crochet gauche. Beneil Dariush qui s'éteint direct. 16 secondes. Combat le plus rapide d'un Français à l'UFC. Magnifique, franchement. Rien de plus à dire. Benoît, encore une fois, le Madison Square Garden. Ça l'a réussi. Après Prévola, le high kick fait une bouche au premier round. Continue à le mettre au Madison, hein, moi ça me plaît. Carrément. Juste 2 petites choses vite fait sur Benoît. À préciser, je trouve quand même si c'était une performance grotesque. J'enlève rien Benoît. Dariush a loupé la pesée. Ouais, c'est vrai. Donc on se disait, oula, il en veut plus. Ou alors il a eu grave du mal, donc il va être affaibli.
Et on passe mytho que Dariush il a quand même beaucoup moins de menton que Dariush Prime. On sait que c'est Oliveira qui lui a arraché le menton avec son high kick et tout. Ça reste une énorme performance, j'enlèverai un Benoît. Mais je tenais quand même à En fait, c'est surtout que du coup, on parce se dit. que quand tu vois que Moïcano lui met une patate et qu'il le down aussi, que Moïcano n'arrive pas à finir, il se prend quand même 2 low kicks, Benoît, et il tombe. Il se relève, il met les 2 uppercuts et il met le crochet gauche. Mais voilà, et moi ça m'a fait flipper au début, mais bon, après le chaos 16 secondes, du coup ça fait tout oublier. C'est là-dessus que, souvenez-vous, je l'ai dit quand on parlait de Moïcano contre Dariush. Quand il y a eu Dariush contre Benoît, Moïcano a dit comment j'ai pu perdre contre ce mec. Et c'est vrai que bon, dit comme ça fait Moïcano un peu dur quand pour même. Moïcano. Hein. Exactement, Moïcano a perdu contre Dariush le triangle. Comme Encore une fois. Moïcano a explosé BSD, BSD a explosé Dariush, Dariush a gagné contre Moïcano. Voilà. Le triangle. Le On triangle. peut le faire sur beaucoup de combats, hein. Sur beaucoup de combattants. Et on voit que le MMA c'est pas des maths. Hein. Ah non. Donc voilà, ça on est la preuve. Hein. C'est sûr. Donc, voilà. Après, est-ce que du coup ça confirme vraiment que Benoît a un niveau du top 10? Moi je pense que oui. Et je pense qu'il va gagner le prochain combat, mais on reviendra dessus à la fin de la vidéo. Je te laisse pour la suite. Je pense qu'on refait le combat Moïcano-Dariush. Je pense que. Moïcano-BSD, je pense que BSD prend le combat. Parce qu'il avait des problèmes hors combat qu'il avait. Hors combat, ouais. C'est compliqué. Bref, du coup, Leon Edwards contre Carlos Prates. J'avais dit. Alors, à savoir que sur cette carte, j'avais parié pour la première fois de ma vie parce que je savais ce qui allait se passer. En fait, j'ai vu le futur. En fait, je suis visionnaire. J'ai vu le futur. Je suis visionnaire. On m'appelle le visionnaire dans le milieu. Donc, j'avais dit Benoît par KO. Ça s'est passé. Leon Edwards contre Carlos Prates, j'avais mis Prates par assassinat, par meurtre, premier ou deuxième. Ça s'est passé dans le premier round, direct en ligne, au moment où Leon Edwards se dit tiens, et si je changeais de garde, alors que quand je me mets en garde de gaucher, ça passe, je vais me mettre en droitier, Belek, ça va être mieux. Il s'est pris un direct en plein milieu de la garde, bras arrière Prates, tu t'endors très vite. Bah là il a fini le cul par terre, il ose des nuques par terre littéralement. Il tombe les fesses par terre, sa tête explose contre le sol. Prates qui continue le grand pound et qui l'éteint direct. Hyper violent, on aurait dit Kamaru Usman quand c'est Edwards qui lui a mis le high kick. Il a fait la même tête Edwards. Donc encore un passage de flambeau. Magnifique. De l'ancienne génération entre Dariush qui donne le flambeau à BSD, là c'est Leon Edwards qui donne à Prates. Et de Caro on se dit Prates, wesh, un truc de fou, encore un KO de l'année. Enfin, au bout d'un moment, le mec, faut l'arrêter, quoi. Et bah, justement, en parlant de l'arrêter, juste après, il y avait Sean Brady contre Michael Morales. J'avais mis Michael Morales, par KO, au tout début. Après, je me suis dit, ouais, Sean Brady est quand même solide, mais je vais juste mettre Michael Morales. C'est passé, Michael Morales par KO au premier round, qui explose Sean Brady. Je pense que Brady avait des croisés, par contre, parce qu'il avait 2 genouillères. Ouais, possible. Donc, voilà. Mais ça m'a choqué pas. Hein. Michael Morales, 26 ans, le mec est un putain de dinosaure. Il a un physique de mec qui fait 95 kg. Il fait 95 kg dans la cage alors que c'est un 77. Je sais pas si on se rend compte. Il fait un plus 22. C'est n'importe quoi. Pas plus 22, non, pas du tout. Il fait un plus 18. Ça n'a aucun sens. Et justement, après, on se disait, est-ce que Prates peut prendre Morales? Les 2 monstres de la KT, la KT est en train de se renouveler. C'est un truc de malade. Ouais. C'est justement. Est-ce que JDM va défendre sa ceinture contre ces monstres maintenant qu'elle est en train de se renouveler? Au fur et à mesure de l'année, on a vu que c'est en train de se renouveler. Mais qui va prendre JDM? C'est ce qu'on se dit. C'est le main event de ce. C'était la carte des welterweight. Hein. C'est ça. C'était la carte des welterweight. Il y avait 3 combats de welterweight. Donc c'est un truc 2 premiers qui sont très bien passés. Shevchenko, Weili Zhang Weili qui monte du coup de catégorie parce qu'on n'a pas dit le co-main event de Cyril. C'était Mackenzie Dern contre je sais plus comment elle s'appelle, une brésilienne. Mackenzie Dern qui a pris la ceinture qui était à Weili Zhang. Du coup parce que Weili est monté de caté pour se battre contre Shevchenko. C'est pas passé. Shevchenko a fait une Ramzat Chimaev de Duplessis. Voilà. C'était à peu près le même combat. C'était contre Jadi Roba. Du coup, Weili Zhang qui s'incline contre Shevchenko. Ouais. Moi, après 5 rounds, elle s'est fait dominer. Hein, de manière. J'étais pour Zhang. J'ai pas parié sur Zhang parce que je savais que ça allait être compliqué. Ouais. Ah, mais franchement, j'ai été quand même vachement déçu par Zhang. Enfin, moi aussi. Parce mais en fait, il y a eu un trop gros gap physique.
Ouais, c'est ça. Et de ce qui ressort, en gros, c'est que. En plus, elle parle trop mal, je trouve. Après, elle a raison. Après, Ah, puisqu'elle bah, est dans la elle cage, peut se le elle a totalement permettre. raison. Mais du coup, ce qu'on voit, c'est que les mecs, quand ils montent de catégorie, que le combat d'après, c'est Islam Makhachev contre JDM, les mecs, quand ils montent de KT et que c'est propre, ça passe. Ouais. En termes de gabarit. Mais les meufs, quand ça monte de catégorie proprement aussi, ça passe pas. Ouais. C'est très compliqué. Il y a que Amanda Nunes qui l'a fait chez les meufs. Ouais, mais je pense que les meufs, c'est peut-être un peu plus compliqué. Parce qu'Amanda Nunes, c'était un gros gabarit aussi. Ouais, mais c'est sûr que chez les hommes, pour faire une transition au main event, ça se passe bien parce qu'Islam Makhachev fait une masterclass sur JDM en 5 rounds. JDM, sa tête avant combat, après, enfin, 5e round, c'est terrifiant. T'as l'impression qu'il est dans un cauchemar éveillé. Le mec a envie de pleurer, c'est ta impression. Et T'as deux doigts de pleurer. Son coach, au 3e round, à l'intérieur du 3e et du 4e, son coach lui dit enlève-moi ta gueule de pleureuse. Ouais. Il lui dit au direct t'as envie de chialer. Mais je trouve que son coin a pas été super bon au niveau conseil et tout. T'as l'impression que JDM était tout seul en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il en a marre et qu'il est en mode mais je suis contre un monstre en fait. c'est qui est ce mec? Qu'est-ce que J'arrive pas à sortir. J'ai rien à faire, tu vois. Quand il se faisait amener au sol, il arrivait pas à sortir. Ça a été un peu. D'habitude, il est très volatile, très roulade, très je m'entoure autour de ta jambe, je fais une clé, machin. Il a rien fait. Il a pas eu le temps de faire de roulade, il a pas. Islam l'a pris, il l'a chopé, il l'a serré, c'est fini. Mais surtout on disait que JDM c'est avait je me suis faré. Ouais. Voilà. Et ton combiné, Winamax, c'est niqué du coup sur ça. Ouais. Mais s'il passait, je me faisais un bon billet, mais ouais. s'il passait pas, bah tant pis, j'ai perdu un mais petit bon, peu. c'était pas. Mais j'ai eu 100 € de remboursé en cash sur le Paris. Donc c'est bon. C'était pas ridicule de parier sur JDM parce qu'il s'entraînait avec. J'ai perdu son nom, mais. Craig Jones, qui est un monstre en JB, etc. Et que JDM avait des bons scrambles, des bons trucs pour sortir. Mais bon, Islam, c'est. Rester debout, JDM, c'est un autre niveau. Et s'il arrivait à rester debout, du coup, il avait l'avantage, quoi. Mais bon, Islam a juste. Mais on l'a même vu qu'au final, debout, Islam, il a largement tenu si il est dominé. Mais bon, après, il n'y a pas eu non plus de grandes sessions debout, quoi. Ça a fait un peu une DDP Khamzat 2. Islam, c'est un peu plus pareil, sauf que en vrai, Islam a tenté beaucoup plus de soumissions. Et oui, du coup, pour revenir sur le fait que les mecs, ça se passe bien quand ils montent, on a quand même plusieurs exemples. Pereira, qui était chez les middle, il est monté en light heavyweight, ça se passe plutôt bien. Pereira, il est tellement bien que même monter chez les heavyweight, je suis sûr que ça se passe bien. Ouais. Islam, Topuria. Volk, c'est pas passé, mais bon, après, Volk contre Islam, en fait, c'est l'adversaire là qui a pas fait le. C'est parce que c'est Islam. Oui. Tu mets contre Oliveira, je pense que premier degré, Volk il peut battre Oliveira. Je pense, ouais. Et on a plusieurs exemples, quoi. Donc, Connor, magnifique. Ça. Très bonne carte, je pense, l'UFC de l'année pour moi. Moi aussi, l'événement de l'année, largement. En fait, avec tous les finishes qu'il y a eu, que ce soit en prélim, que ce soit en main card, que les résultats qu'il y a eu, les KT qui se renouvellent, elle a eu trop d'impact cette carte. Donc, je pense que c'est la carte de l'année. D'ailleurs, petite note pour BSD, j'ai bien aimé le fait qu'il ait voulu. Attends, même moi, je deviens tout rouge. J'étais en gros. Mais parce qu'il a fait son truc au cinéma, là, au Grand Rex, où il y avait 300 personnes, je crois. Ça, c'était beau gosse. Ils avaient toute la carte. À mon avis, eux, ils ont bien mangé. Hein. Puis on a eu la réaction sur RMC de quand Benoît a gagné. Beau gosse. Belle initiative de Bolos à l'année. Exactement. C'est très bien. À refaire dans toute la France quand il fera un title shot ou la BMF. Et puis là, personnellement, ça va être un comme je dis souvent, je rentre comme un chameau. Ah bah là, c'est tombé. On va essayer de faire rapide. UFC Qatar, un gros UFC Fight Night. Ouais. On va essayer de faire quand même rapide parce que là, je sens qu'on est en train de traîner. 1h40 de rec. Ouais, voilà, je sens qu'on est en train de traîner. On commence à plus nous voir. Exactement. Main event, Arman Tsarukyan, Dan Hooker. J'ai voulu parier, mais j'ai pas vraiment parié sur Dan Hooker parce que j'y croyais un peu. Je me suis dit, ça peut le faire et tout. Sur un malentendu, mais en vrai, je savais qu'Arman, globalement, allait l'enculer. Ça s'est passé, il s'est fait exploser la gueule. Il s'est fait exploser. Même pas existé. Hein. Il a pas existé, il s'est fait soumettre, hein, mais les dégâts qu'il a pris debout sont énormes. Il était en sang, le nez pété, l'arcade pété, la pommette pétée. Ouais. Très bon Tsarukyan combat effect, pour Tsarukyan.
Ouais. Soumission round 2. Tsarokyan qui revient fort. Après, d'ailleurs, Tsarokyan, combat de retour après Islam Makhachev en janvier. Oui. Donc. Pourtant, il a fait 3 combats de grappling, mais voilà. Ouais. Après, c'était Belal contre Yann Gary. Ouais, Belal contre Yann Yann Gary. Yann Gary, moi je le voyais gagnant. Yann Gary, en vrai, ça va, je commence à bien aimer. En fait, il est très fort, c'est un très bon déjoueur, quoi. Je pense que ça va être très dur de. Belal Mohamed qui est en train de nous faire une Leon Edwards. Petit à petit, j'ai l'impression qu'il a vu la ceinture, il a mis 10 combats à avoir la ceinture et bah là, il l'a perdu. Je pense qu'il défait son aux enfers. Ozdemir qui gagne contre Mayfield. Il minute 27. Le 14. Une boucherie. Il lui a couru dessus, il lui a arraché la gueule. Il n'y a rien d'autre à dire. Il lui a vraiment découpé la gueule. Ouais. Il y a eu Orolbai Hermansson aussi. Orolbai qui est un gros prospect. Donc les mêmes Marcou que tu écoutes beaucoup me parle souvent. Exactement. On voulait en parler. Orolbai, grosse tête au petit chapeau, qui monte en welterweight et qui se bat contre un middleweight qui descend de KT. C'est du jamais vu, ça n'a jamais été fait. Il a explosé, il a KO au premier round. N'importe quoi, la patate qu'il a au rollback, ça n'a aucun sens. Ouais, après, le mec vient du Kyrgyzstan, déjà le nom du pays, tu sais que les mecs ils déconnent zéro là-bas. c'est ça. Et on a eu aussi Waldo Cortés Acosta qui a KO premier round Gaziev. Costa en short notice. Il y a eu Fight of the Night d'ailleurs là-dessus, mais Costa qui est sur une dynamique de fou. En 2025, il a 3 victoires. Après avoir perdu contre Frigo Pavlovic, pardon, excusez-moi. Après avoir perdu contre Pavlovic, il revient 3 victoires cette année. Très bonne année pour Costa. UFC 323, dernière UFC de l'année, Petroyan contre Merab Dvalishvili pour la 4e défense de ceinture de Merab. Je te laisse commencer parce qu'on a eu Faresiam sur la carte. Ouverture de carte préliminaire, Faresiam qui revient après du coup l'annulation à l'UFC Paris contre Nazim Sadikov, un gros bourbier de l'Azerbaïdjan. Tu sais que les mecs ils déconnent pas, c'est le pays de Fiziev. Donc voilà. Mais finalement le bourbier, on sait que Fares est un bourbier, mais Fares est le bourbier ultime, je pense. Exactement. Il le déboîte en 2-2, genre sur le gong au premier round, c'est ça? Au deuxième round. Sur un coup de coude, mais pas circulaire, mais pas retourné. Mais en fait, j'arrive pas à le faire, moi. J'ai pas le bras assez grand, j'ai l'impression. C'est parce que lui, il a des bras gargantuesquement longs. Le mec fait genre 1m90 alors qu'il est en 70 kg. Enfin, ça n'a aucun sens. Il met des coudes, son bras plié, c'est mon bras à moi en entier. Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est ouf. Faresiam, c'est d'une violence magnifique. Le mec était raide mort. Enfin, super violent, magnifique win de Faresiam qui est sur 2 wins de suite par finish. Frénola, le coup de genou pleine tête, et là les 2 coups de coude sur Sadikov. Il est rentré top 15 après ça. On est tous contents. Contre qui va être l'année prochaine, on attend que ça. Je parierais sur un petit Moicano ou un petit combat du style. Beaucoup. Et d'ailleurs, il a enchaîné du coup, c'était sa 6e victoire hors classement top 15 à l'UFC. Je crois que c'est le gars qui a le plus de victoires hors top 15 à l'UFC. Exactement. Magnifique. Il y a eu pas mal de petites pépites aussi en prélim, on va pas trop en parler, mais il y a eu pas mal de gros finishes. Terence McKinney contre Chris Duncan. McKinney qui est trop fort, qui a le plus gros premier round de l'UFC all time, je pense. Il a que des finishes premier round. Si tu cliques sur sa carrière, tu pètes ton crâne. Il a que des finishes en 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. C'est une dinguerie. Et là, il fait une folie. Sauf que le mec d'en face, c'est ce combat au premier round, ça n'a aucun sens. Chris Duncan, il a réussi à tanker et il a mis un contre. Un coup de coude qui déboîte la mâchoire littéralement de McKinney, c'était d'une violence sans nom. Il a submission. Ouais, il lui met un coup de coude, ça lui déboîte la mâchoire, l'autre il tombe presque mort au sol et il le soumet. Je vais pas regarder en direct cela, j'ai dû voir sur Insta. Mais... Emmanuel Torres contre Grant Dawson, Emmanuel Torres qui tape potentiellement comme Topuria, peut-être un peu moins, mais voilà, qui a éteint Grant Dawson, magnifique, qui était anciennement top 15, Grant Dawson. Et du coup, la main card, elle s'ouvre avec une égalité, Guskov contre Blakovic, pardon. Ça, le combat de merde, si je peux me permettre. Ouais, Blakovic dans le combat, enfin bref. Il est quand même sur une égalité, un no contest, une défaite et une égalité. Ouais, ça le palmarès. Mais bref, moi, je me réveille, j'ai mis, je croyais que c'était à 5h30, je suis à 20 Pantoja, je voulais voir surtout ce combat-là. Je me réveille, c'était Henri Cerudo qui était en train de parler, qui prenait sa retraite,
qui a perdu contre Peyton Talbot, qui a réussi à mettre au sol 2 fois Cerudo, et il était très content de ses amener au sol, hein, parce qu'il est champion olympique. Parce que j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait c'était exactement la technique qu'Henri Cerudo utilisait, c'était la technique préférée d'Henri Cerudo. Ah ok, je pensais que te colle en c'était parce clic qu'il était... et je te fais un crochetage et je te pousse en avant. Ouais. C'était sa technique parce que c'est un mec petit. Ah oui, bah souvent oui, quand il te oui, colle, c'est vrai que... en fait il colle souvent au niveau des fesses et du coup il fait un Oui, c'est crochetage vrai. et ça passe bien. Bah, c'est exactement la technique que Peyton Talbot lui a fait, pour ça que il souriait, il se tuait à la langue et qu'il Peyton Talbot a vraiment fait un combat de ouf. Henri Cerudo tank. Ouais, hein. Henri Cerudo, il tank vraiment énormément. Il prend sa retraite sur ce combat-là. Il avait annoncé que c'était son dernier combat. Respect, champion. Il est revenu. Il a enchaîné les défaites. Il est reparti. Avec sa paye, il s'est rallongé le tatouage qu'il a sur la jambe jusqu'au bras. Je sais pas si t'as vu. Ah non, j'ai pas vu. Ouais. Il a des gros traits dégueulasses qu'il a sur la jambe, il les a fait sur le bras aussi. Oh. Et donc, après, on passe sur Tatsuro Taira contre Brandon Moreno. Tatsuro Taira qui gagne par KO TKO, enfin TKO plus contre Moreno. Deuxième round, pire surpris, je pense que Tatsuro Taira a surpris vraiment beaucoup de gens. Moi je l'aime bien, donc je suis content qu'il ait gagné, même si j'aime bien Moreno, mais bon, je pense que Moreno, on peut dire qu'il fait partie de l'ancienne génération peut-être maintenant. En tout cas, je sais pas s'il va repartir pour un round pour le titre. Le combat de juste après, le combat que je voulais voir, Joshua Van contre Pantoja. Annonce de fou, je suis trop épais. Le Pantoja, franchement, l'un des GOAT de la KT. Bon, il y avait Dimitrios Johnson dans cette KT. Donc bon, c'est pas le ceinture. Mais Pantoja, super solide. J'étais en mode, bon, Joshua Van, est-ce qu'il va gagner ou pas? Je sais pas. Le combat a duré 26 secondes. Pantoja se envoie un high kick sur Joshua Van. Joshua Van bloque et repousse la jambe de Pantoja. Il se rattrape. On voit le coude on dirait qu'il se disloque, qui fait un truc bizarre. Et au final, on apprend. Il se retourne littéralement. Disloque. Enfin, c'est dégueulasse. Et en fait, on apprend fin du combat que c'est l'épaule. Donc personne n'a compris. Les gens ils tombent, mais Dana White, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas l'épaule. On a vu sur la caméra que c'est le coude, mais en fait, je crois que c'est l'épaule qui s'est déboîtée. Et du coup, ça a dû faire un truc sur le coude quand même, je pense, ouais. Ils lui ont remboîté direct, mais du coup, il a passé plein d'examens, savoir s'il avait les ligaments, les tendons, les muscles touchés. Je sais pas. Pour le moment, on voit qu'il a des attelles, mais qu'il est toujours qui s'entraîne. Ouais, il s'entraîne. Est-ce qu'il va pouvoir faire une revanche immédiate? On sait pas. Est-ce que ça va être Taira qui va prendre le combat? On sait pas. Je pense que ça dépend de sa blessure. Ça va dépendre de sa blessure. Ouais, je pense. Parce que ça se trouve, il a peut-être pas de grosse blessure grave, mais il a de la rééducation à faire. Ouais. Je pense. Du coup, Joshua Van gagne par KO TKO parce que c'est une blessure, c'est pas un coup illégal ou un no contest ou quoi, c'est compté comme KO TKO. Joshua Van, champion à 24 ans, magnifique, j'étais pour lui. Je suis dégoûté de pas avoir vu de combat du coup, parce que bon, il est champion, mais est-ce que si le combat avait duré, il aurait gagné? On sait pas, parce qu'on a rien eu le temps de voir. D'ailleurs, je comprends pas les gens qui critiquent Joshua Van. Il a célébré quelques secondes juste parce qu'il a gagné. Il est redescendu directement voir Pantoja, savoir comment il allait et tout. Il a dit que c'était son GOAT à lui de la KT. Enfin, je comprends pas. Le mec est respectueux, il a un style de malade, il a un flow de malade, il est jeune. Je vois pas comment on peut détester ou insulter un mec comme ça. Ouais, t'as le droit de célébrer, je suis désolé, t'as 24 ans, t'es champion du monde. Bah ouais. Peu importe comment. Et puis il a pas célébré Trash Talk. Il vient quand même d'un pays extrêmement pauvre. Respectez-le, il a acheté une maison à sa mère. Enfin. Myanmar. Il vient d'un pays, c'est le Myanmar. Tu sais où c'est sur une carte du monde, ça? Moi, non. Personnellement, je sais pas le placer. Je sais que c'est en Asie, mais c'est tout. Je sais pas. Genre, mais mettez du respect sur son nom. Putain, c'est bon, j'ai eu un gros salaire, je suis champion du monde. Voilà. Après, il est parti s'excuser et tout. Il est parti voir Pantoja parce qu'il avait même pas vu qu'il s'était pété de bras. Il a pas célébré pendant 20 minutes, quoi. Et il avait pas vu qu'il s'était pété de bras. Il a dit que c'était quand il était dans la cage qu'il a vu les médecins de l'UFC remettre le bras de Pantoja. C'est pour ça qu'il est descendu. Parce qu'il pensait qu'en fait il était tombé sur la tête ou je sais pas quoi, qu'il s'était en fait knock-up tout seul, enfin knock-down tout seul. Donc respectez un combattant déjà. Respectez Joshua Van, s'il vous plaît, et on verra ce que ça donne. Il a du pain sur la planche parce que vu la KT et les mecs qui sont montés, enfin. Et mettez de la hype aussi sur cette KT par pitié. Ouais, vraiment, c'est vraiment la meilleure KT. C'est vraiment ça et les 77 en ce moment, c'est vraiment les deux meilleures KT. Ouais. Et en main event, du coup, on a eu Merab contre Petroyan. Moi, j'étais en mode, bon, Merab, 4ème défense dans l'année. Il va battre le record de défense réussie en une année. Petroyan gagne contre Merab, du coup, à la décision, en 5 rounds. Petroyan qui a joué simple.
il est revenu au basique. Merab envoyait beaucoup de coups avec très peu de dégâts. Petroyan, lui, par contre, en envoyait moins. Mais quand ça tape, ça tape. Et il a même réussi à mettre au sol Merab plusieurs fois. Et a très très bien défendu les amener au sol et la lutte, même s'il y en a apparemment eu de Merab. Merab a réussi, je crois, 2 amenés au sol sur je sais pas combien qu'il a tenté. Petroyan masterclass. Rien à dire. Je suis Des dégoûté. coups propres et précis. Merab qui ne bat pas le record, mais des coups propres et précis de Petroyan. De toute façon, ça, c'est le genre de truc, c'est compliqué. Parce que inverse les 2 combats, tu mets la 3e défense de Merab, tu lui mets Petroyan, peut-être que ça passe. Cory Sandhagen en 4e, ça serait peut-être plus simple, entre guillemets. Parce que c'est jamais simple un combat, mais c'est quand même moins compliqué de prendre un Cory Sandhagen en 4e combat qu'un Petroyan. Ouais. Petroyan qui est toujours top 2, qui bat tout le monde dans la KT. Et Petroyan, en fait, était juste prêt. Et ouais, en fait, je pense il a qu'il une excellente attendait que défense ça, de tu lutte. vois. C'est ça, il a une excellente défense de lutte de base, il a une boxe anglaise de malade. C'est pas passé, c'est pas passé pour Merab, mais c'est pas grave, c'est de partie remise. Il va y avoir une trilogie de toute manière. Donc, ouais. Moi, c'est pas que j'aime pas Petroyan, mais c'est juste que du coup, je suis il a pas de dégoûté. hype en fait, mais ouais, il est magnifique. Je suis dégoûté que Merab puisse pas continuer sa série de battre des records, tu vois. Ouais. Mais par Limite, contre, Merab, en fait, on le voyait combattre. On le voyait l'annonce, on disait ouais, bah ça va être une classique Merab, quoi. Voilà. Ça va être une Pour décision moi, c'était ça. tranquille. Après, il y avait quand même le petit truc de bon, est-ce que c'est pas trop pour Merab 4e défense de ceinture. Ouais. Voilà quoi. Ça se finit le dernier événement en numéroté se finit comme ça avec un des combats de l'année. Et avant de passer au dernier UFC de l'année, parce que Il y a c'était eu, dans la même un soirée. boule. C'était un football, les mecs, incroyable. Je parie pas sur les combats franco-français à chaque fois parce que je sais jamais ce qui va se passer, Ouais. mais là, ce qui s'est passé. Bah là pour le coup c'était Je franco-belge, sais pas. donc il y a eu le PFL et l'ARES que je dirais 2-3 mots. Taylor Lapillus qui avait un combat au PFL, je sais plus le nom de son adversaire, mais il a gagné en décision. Taylor classique, je pense qu'au PFL personne le bat, hein. Franchement Taylor c'est De toute façon, à part le c'est champion un top de la bourbier catégorie. sans nom. Merab Azizov, Taylor l'ARES. Azizov à l'ARES 36 qui devient champion. L'élève de Clément Marcoux, un des podcasteurs que je regarde beaucoup, C'est que ça. si on regarde. Oui, c'est juste, je ne le connaissais même pas hein, le combat et on n'a Non pas pu plus, regarder le c'est combat juste, parce que c'est sur Canal+, on n'a pas Canal et le Et PFL c'est sur PFL, on n'a pas DAZN. regardé, c'est sur DAZN. On n'a pas d'Azone, mais on a suivi sur Twitter. J'étais en full actualisation pour Azizov. Florent m'a dit c'est un dégât de Clément Marcoux. Et puis j'étais excité ce soir-là de MMA. Et puis il vient d'une ville qui est pas non plus si loin de chez nous. Il y a quoi, 1h30 de route. C'est vrai. Donc ça fait plaisir qu'il y ait un petit mec comme ça. voilà. Azizov, on se doute de ses origines. C'est un franco-russe. Donc on se doute que le mec est forcément extrêmement fort. Temerlan Azizov, du coup, qui devient champion des moins de 57 à l'ARES. À la RS, ouais. Combat de ouf. Il a un physique énorme, lutte énorme. Il a mis un coup de hyper pied souple, retourné, hyper mais tourné. des enfers. Il gagne au final par soumission. Donc magnifique. Un petit prospect à kiffer aussi à la RS. Ouais. Jimmy Vienno qui fait ses débuts en MMA, qui gagne par KO au 3e round. On avait vu les vidéos Insta de RMC, je crois, où Jimmy il disait je vais en MMA pour faire du ménage, machin. Et bah il a fait du ménage. C'est 7 fois champion du monde en Muay Thai, hein, je crois, Jimmy Vienno. Ouais, je crois que c'est ça. C'est un monstre. Hein. Il s'est battu contre Doumbé en kickboxing. Enfin, Ouais. ça va, il a un peu de palmarès. Il a un il a perdu contre palmarès. Doumbé, mais Et du coup, gros palmarès debout. gros palmarès et bon début en MMA. Bonne transition. Et du coup, Patrick Jousset, Et du coup, ouais, Patrick. je savais pas trop Patrick versus quoi penser du Kevin combat Jousset. parce que Kevin Jousset de base devait prendre Abdouragimov, ça a été cancel parce qu'Abdul avait des problèmes de santé et des problèmes de famille. Mais du coup on se retrouve avec Patrick contre Kevin Jousset. Patrick explosif, extrêmement fort debout, comme un camion. On ne sait pas ce qu'il vaut au sol, on n'a jamais vu son niveau au sol. Champion du monde amateur contre Kevin Jousset qui sort de l'UFC, cette année parce qu'il a perdu au mois de février ou mars à l'UFC Sydney. On l'a pas précisé ça. On se dit est-ce que Patrick va pouvoir le faire? Est-ce que ça va pas passer? Est-ce que Jousset il arrête pas de dire qu'il va éteindre la hype de Patrick? Parce qu'il est Est-ce qu'il fraîchement il va sorti, revenir, quoi. il va revenir au top, il va exploser Patrick, il va retourner à l'UFC. Et puis au final, il se passe ce qui doit se passer. Je te laisse expliquer. Moi, j'avais prédit un KO de Patrick, j'avais dit round 2. Mais après, dans la soirée, je t'avais redit, je pense, s'il y a un KO, en vrai, ça va être round 1, parce que si le combat avance, je pense que ça irait pour Jousset.
Au final, bah, Patrick qui met un énorme KO sur. Premier KO en carrière de Jousset. Hein. Un premier KO que Jousset se prend en carrière. Round 1, magnifique. Hein. Patrick, c'est l'un des plus gros prospects francophones. Ah, si ce n'est l'un des plus gros prospects européens. Hein, ouais. déjà. Franchement, rien à dire. Patoche. Il peut faire 70, 77. Patoche. Mais Patrick qui fait encore fermer des bouches et qui montre que il a le punch, moi je trouve qu'il a la vraie mentalité de champion et que il a une vraie mentale, j'adore sa mentalité, 24 ans du combat, etc. Ouais. Il a mon âge en plus, c'est oufissime. Ouais. 24 ans, beau gosse. Franchement, respect à lui, il faut pas qu'il prenne la grosse tête, faut pas que les médias lui prennent trop le show, des trucs comme ça. Ouais, je pense pas, mais on sait jamais, avec l'argent, etc. Ça peut arriver, mais j'espère pas. Ouais. J'espère pas, parce que c'est un énorme prospect, gros talent, très très fort. Respect. Enfin, rien à dire, hein, le combat est monstrueux, hein, le crochet gauche qui passe au moment où Kevin envoie un low kick. Parce que Kevin envoie c'est le défaut de Kevin, quand il envoie Kevin Jousset, du coup, qui envoie des low kicks, il baisse sa main à chaque fois. Il baisse sa main droite. Et puis là, il envoie un low kick. Il envoie un low kick mal timé, un peu trop proche de Patrick. Patrick fait un step avant, crochet gauche. Parce que tu vois, il bloque pas le kick, hein, il s'en bat les couilles, hein, il bloque pas le kick, hein, il le prend, mais du coup Patrick se retrouve dans une pose complètement chelou. Il a un pied en l'air, il a le pied avant trop avancé. Et du coup il envoie le kick, il a la main qui se baisse pour maintenir son équilibre, et du coup il se prend le crochet gauche, il tombe direct. Ouais. Gros grand end pound, je trouve, de Patrick. Hein. Je trouve qu'il tape vraiment fort en grand end pound. Non, mais Patrick, quand il est sur toi, hein, il tape vite et il tape fort. Hein. Ouais. Après il prend de la distance et il lui met une grosse patate qui passe entre les gants. Et là on voit que Kevin est parallèle au plafond. Ouais. Donc ça fait. Je l'ai revu tout à l'heure, mais ouais, il envoie le low kick. Et tu sais, c'est pas genre le pied qui touche ou quoi, c'est vraiment limite presque le genou qui était vraiment trop près, je sais. Et Patrick il a fait un petit step avant. Il a fait un petit step pour justement le prendre un peu dans le genou, tu vois. Et Patrick il a crochet gauche. Parce que au premier kick que Jousset envoie au début du fight, il essaye de le contrer mais avec un uppercut. Et l'uppercut il le rafle en fait. Il le tape mais je crois dans l'épaule ou je sais plus où. Et c'est mal timé, genre il est un peu trop loin et tout, du coup son crochet il repasse pas, mais il l'avait vu quoi. Il l'avait travaillé et c'est passé quoi. Magnifique. Moi je suis content parce que c'est le jeune qui gagne. Ouais c'est ça, c'est le jeune qui monte, qui bat l'ancien gars du UFC. Et pour Patrick après. Sincèrement, je sais pas. Moi, j'aimerais bien le voir contre Doumbé personnellement. Mais il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Au PFL, il y a pas mal de monde. Surtout en 77 et en 70. Il y a des salles bourbiers. Donc à voir. À voir le prochain adversaire de Patrick. Mais je pense fin d'année prochaine ou 2027, il est à l'UFC. Ouais, possible. Et du coup, il nous restait un combat sur cette soirée. On va le mettre maintenant et pas dans les mentions honorables à la fin parce que on adore ce combattant. Il s'est pas battu d'ailleurs cette année par ce combat-là. Si, Landwehr, c'était. On n'a pas parlé alors. Ah mais oui, c'était un Fight Night. Oui, on allait le mettre dans les mentions honorables, mais du coup on le dit maintenant. Bon, on peut limite commencer les mentions honorables maintenant. Ouais, allez, transition mention honorable. De toute façon, voilà, c'est dans le truc. Morgan avait gagné contre Landwehr pendant l'été. Il a eu un gros KO où il enchaîne les crochets. Il était énervé parce que Landwehr il faisait que de le titiller. Il l'a éteint. Et là, Morgan se rebattait du coup sur la dernière carte UFC de l'année contre Melquizael Costa, qui est un gars encore un mec un peu particularité physique. Et, ça le renomme le dalmatien parce que les maladies de la peau, il a des taches, les cheveux roses, bleus. Et il se prend un high kick en 1 minute. Dévastateur. Il l'a dit dans son canal, il l'a pas vu venir. Et il pensait qu'il l'avait bloqué, mais bon, après à une main, c'est pas trop conseillé. Premier KO que Morgan se prend en carrière. Ça fait mal. Hein. Je me suis. Sale KO. Hein. On est resté éveillé pour ça. Ça faisait mal, surtout jusqu'à 5h du mat. Il y avait Kennedy Zenshuku contre Bouchecha. Je crois que c'est le pire combat que j'ai vu en direct de ma vie. En direct, je précise, parce qu'après. Et puis juste après Morgan, je crois qu'il y a eu un combat tout aussi pourri. Donc, c'est entre Elchukchuk et Oleg Chekchuk. On était servis. Hein. C'était ouais. Mais après du coup il y a eu Shikadze, Kevin Valerjo qui a explosé en coup de porte pour nez. Ouais. Et Manel Cap du coup en 57, on va revenir rapidement sur. Oui, Manel Capé. On va revenir très 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 vite.
qui éteint Royval au premier round, extrêmement flippant. Je pensais que Royval allait gagner personnellement. Moi aussi, je pensais qu'il allait le déjouer. Manel Cap qui éteint, c'est un Portugais, je savais même pas qu'il était portugais, je savais même pas qu'il y avait un Portugais à l'UFC. Je savais même pas. Donc il éteint l'ancien numéro 1 de la KT qui est numéro 4, je crois qu'il est passé 4. Du coup, c'était le 6 contre le 4, je crois, il me semble. Et il était numéro 2. Ah ok, d'accord, ah oui d'accord. En fait, il s'est fait battre par Van est passé premier, lui il est passé deuxième. Ah ouais, il est pas tant descendu que ça. Et Pantoja. Je suis littéralement parti dans l'upside down, les mecs. Ouais, parce que. Hop là, c'est sombre. Ouais, du coup, c'est fait éteindre et du coup, tu mets qui à Joshua Van? C'est ça le truc. Est-ce que tu fais revanche immédiate à Pantoja, tu le mets qu'à Sakura ou tu le mets Moi, je pense que si Pantoja peut se rebattre rapidement, il y aura revanche immédiate. Sinon, ce sera Manel Capé. Je crois pas, moi. Et Tatsuro Taira Pantoja, je pense, moi. Non, Pantoja, ils vont le remettre en revanche, mais pas tout de suite. Ils vont le remettre pour le titre direct, mais pas. Pas tout de suite. On peut, avant de partir en couille et de faire les pronostics et les machins, on peut finir les mentions honorables. Et fermer nos gueules. Hein, on va finir rapidement. Du coup, on peut finir l'UFC Nashville où il y avait Morgan contre Landwehr qui s'est fait exploser. Si tu veux, pendant que tu cherches, je peux faire les mentions honorables, y a pas de souci. En main event, c'était Derrick Lewis contre Teixeira. Moi, j'étais pour Teixeira parce que c'est un prospect. Il a une grosse araignée sur le beat. Je me suis dit, c'est Spider-Man. Pas du tout. Il s'est fait éteindre par Derrick Lewis. Il a mis une patate à Derrick Lewis. Derrick Lewis est tombé down. Comme mon téléphone, il s'est fait down. Il s'est fait down. Ouais, bien. Il s'est relevé Derrick Lewis. Derrick Lewis a mis une golden à Teixeira. C'était fini. Il y avait plus de combat. Déçu, ouais. Teixeira. T'es déçu. Ousmane, Buckley. J'ai pas parié, mais dans ma tête, je me disais, Buckley, il peut faire un truc, il est sur une énorme dynamique. Aussi. Finalement, Ousmane le déjoue complètement et géré de A à Z, Buckley n'a pas existé. Ouais. Après, on a eu Oliveira contre Gamrot. Gamrot qui prend le combat en short notice parce que ça devait être Oliveira contre Fiziev. 3 mois après le KO, la commotion cérébrale que Topuria a mis à Oliveira, le mec le revient et il prend Fiziev. L'autre mec qui tape super fort de la KT. Heureusement que Fiziev, on sait jamais jusqu'au jour du combat s'il va se battre. J'ai l'impression que c'est pareil. Du coup, Gamrot prend le short notice. Tout le monde insulte Benoît parce que Benoît il avait dit qu'il voulait prendre le short notice, machin et tout. Et il avait déjà le contrat signé contre Darius, mais on le savait pas encore en fait. Exactement. Du coup, Gamrot il prend le fight, il tombe sur Oliveira. Oliveira, le grand Oliveira des grands jours. Il se fait soumettre sa race en 2 secondes. Ouais, ça a duré un round, je crois, ou deux rounds, pas plus. Donc voilà, on n'est pas trop mal, je crois, dans les mentions, parce qu'on n'a pas oublié grand chose. Et avant, finir en UFC en mention, on avait skip l'UFC 312. Affreux, c'est une mention déshonorable, mais c'est juste. Le pire title shot de l'année, pour préciser qu'on n'a pas oublié, hein. C'est juste qu'on s'est fait chier et que ça nous a marqué négativement, donc on voulait pas le mettre dans la vidéo avant, quoi. Pire title shot de l'année, DDP du coup Strickland du UFC 312. Ouais. C'est ça, et le reste de la carte était à vomir. Enfin, j'ai regardé la rediff, mais je suis en. Je l'ai regretté. Je l'ai regretté, je passais un sale moment. Rapide, mais très honorable. Canelo Crawford, le combat de Tarté en boxe. Il a chié sur. Il a chié sur Canelo, littéralement. Canelo, c'est pas qu'il a pas existé, il existait quand même dans le fight, mais Crawford, quoi. Crawford, il a fait du Crawford, et puis c'est un énorme déjoueur, quoi. Il l'a pas KO, mais putain, c'était magnifique. Sur Netflix, ça fait grave des vues, excellent. Je sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter à part qu'il a juste déjoué Canelo de A à Z et que. C'est juste que c'est Canelo, quoi, et que tout le monde était en mode bon, Canelo va gagner, non. Et nous, on était plus team Crawford. Moi aussi, je me suis dit Crawford, il va le faire. Ouais. C'est un putain de technicien, je pense qu'il va le faire, il va être plus rapide. Pour continuer dans les victoires, avant de passer sur l'autre qu'on a en boxe, vite fait, Parnasse qui a gagné son premier combat de boxe. Bon, c'était pas un combat de fou, j'ai trouvé. Parce qu'il dépend d'un gros mec et finalement, le gros mec, il a pull out, du coup, il se retrouve avec un combat franco-français en boxe. Ouais. Moi, ça m'a pas convaincu en vrai, la boxe. Moi non plus, je l'ai trouvé vraiment, vraiment pas ouf. Ça l'a dit, alors je dis ça, je suis une bouse rénale en boxe. Hein, oui, non, mais tout ce qu'on dit, on est des grosses merdes, hein, mais. C'est juste dans mon canapé comme une grosse merde. Mais ouais, comme un. Moi, ça m'a pas convaincu et. Les crochets, je trouve qu'il passe un peu à côté. Exactement, MMA c'est un monstre. Mais là je trouve que les crochets il passait trop à côté, il a loupé des uppercuts, il a loupé des jabs, je trouve qu'il était pas à bonne distance. Bon après c'est pas pour autant qu'il l'a pas KO au deuxième round mais. Et du coup voilà, bien joué quand même, mais moi je le préfère largement en MMA. Moi aussi, hâte de voir ce qu'il va faire en MMA.
Ouais. Un jour, il ira peut-être à l'UFC, on sait pas. Apparemment, il y avait des trucs comme quoi il allait essayer de remonter pour refaire sa 3e Enfin, la ceinture triple, ouais. contre l'autre là, Bartos. Bartos. Qui se bat d'ailleurs la semaine prochaine, je crois. Parce que le main event c'est Bartos et le co-main event c'est, on n'en a pas parlé, de Laïd Zironi, l'autre élève de Clément Marcoux, qui a éteint un champion du monde de lutte au KSW. Au premier round, il lui a mis une patate dans sa grand-mère, il l'a éteint. Il passe devant le champion intérimaire pour faire le titre là. Magnifique. Donc il fait le titre semaine prochaine. Magnifique. Magnifique. Eh ben, on regardera ça sur. C'est Sale Bourbier. Ça passe pas sur RMC Sport, ils sont. Eh ben, on regardera. Le KSW, c'est une triple ceinture, ils ont fait un pay-per-view. Donc, casse les couilles. Mais grosse force à Laïd Zironi, j'espère qu'il ramènera la ceinture. Le bulldozer, son surnom. Hein. Ouais. J'espère qu'il ramènera la ceinture et qu'il ira l'année prochaine au Dana White Contender Series. Je pense qu'il a le meilleur profil pour ce genre de truc. Il est sur 3 KO de suite au KSW au premier round, Laïd Zironi. Donc, je trouve qu'il a un énorme avenir au Dana White Contender Series puis à l'UFC. Dobrze Piotrowi pracuje wysoko, ale teraz ładnie. Idzie podźwignie skrętową na nogę, teraz idzie do baraki. Zazdrościł Bartosowi tych jego skończeń w ten sposób. On finit avec la boxe. Jake Paul, semaine prochaine aussi, contre Joshua. Le podcast, c'est pas encore passé, mais on sait que Jake Paul C'est la va se semaine faire prochaine. tuer. Bon, ouais. C'est soit Jake Paul se fait tuer par Joshua au premier round, maximum deuxième, parce que Joshua, parce que l'autre il aura couru comme une petite salope, ou je dis ça, hein, mais courir comme une petite salope contre Joshua, j'aurais fait pareil. Normal, oh mais je ne prends même pas le combat en fait, n'importe quel humain. Après on me donne 180 millions à ce split à deux, je prends 100 millions, possible, mais bon. on prend une commotion, il y a moyen. Donc c'est soit c'est scénarisé et Joshua il perd, ou il se passe une décision de merde, ou c'est pas scénarisé et il y a un meurtre premier round ou deuxième maximum. Ah, attends, il a KO Ngannou, frère. Et la KO Ngannou au deuxième, donc j'espère qu'il le KO au premier. On avait quelques autres petites choses à dire. Deal avec Paramount+, ESPN c'est fini pour l'UFC. Ouais. RMC garde le contrat normalement jusqu'en septembre 2027, c'est ce qui a été fait. Paramount normalement vont racheter, de ce qui se dit, les droits dans tous les pays, ce qui me paraît logique. Hein. Ça me paraît logique et en vrai j'espère comme ça, RMC je vous adore, et j'espère que vous vous faites racheter par Paramount et qu'on garde les mêmes commentateurs parce que j'adore tous les commentateurs. Si on se retrouve avec des vieux mecs tout pourris du cul, ah ouais non, je vais être dégoûté, je vais acheter le UFC Fight Pass, hein, si c'est ça, hein. Je préfère largement Joe Rogan que l'inconnu. Mais ouais, je préfère qu'on garde Taylor et Antoine Simon, Michael Lebou, tout ça. Ouais, j'espère que ça sera. Même Baba, hein, je l'aime bien en vrai en commentating. Ouais, Baba j'aime bien aussi. Mais voilà, j'espère qu'ils sont rachetés par Paramount. Et comme ça, au moins, je pourrais regarder Transformers. Donc, grosse année 2026. Combien de ceintures françaises à l'UFC l'année prochaine? Potentiellement 3. Entre Nassourdine qui doit battre Chimaev, Cyril qui doit faire la revanche. Normalement, du coup, ça devait être à l'UFC Qatar en main event de. Non, ouais, mais c'était des. Au-dessus de Arman Saroukian. C'est temps pour parler, mais ça aurait pu se faire. C'est juste que Thomas Pinal a fait le mort et son équipe n'a pas répondu. Sinon, ça se serait fait, je pense. Hein. Cyril a accepté direct. Et du coup, ouais. Cyril, donc voilà. Nassour, Manon qui est le numéro 1 contender, hein. Et BSD qui peut potentiellement faire la BMF. Hein. La BMF. Après. Mais avant. Ouais, vas-y. 4 title shots, mais. Dont un BMF. Ouais, mais qui gagne? Je pense pas que. Qui gagne, ça je sais pas. Et si je pas envie de me prononcer, je pense que Cyril gagne. Moi, je vois encore Cyril gagner. Ouais. Moi aussi. Je vois finir même Thomas Pinal au 4e ou au 3e. Je reste sur le même prono. Manon, Sarr, c'est chaud. Mais je vois bien Manon ceinture vacante parce que Shevchenko va monter genre pour les UFC de la Maison Blanche. Mais ouais, bah en vrai, on peut déjà partir sur ça, sur les UFC qui arrivent. On sait qu'il y a un UFC Maison Blanche qui arrive et que je pense du coup que Shevchenko va monter pour prendre la gagnante Nunes. Kayla Harrison qui a été annoncée pour l'UFC 324. Je fais transition sur transition sur transition. Mais voilà. Avec Trump d'ailleurs, la Maison Blanche qui a annoncé 9 title shots. 9 title shots, c'est impossible. Mais... Donc, mais déjà, on en a 4 ou 5, ce sera déjà énorme. Donc la BMF, c'est sûr, Max Holloway sera la BMF, sauf s'il perd contre Oliveira. Oui, mais si c'est Oliveira. l'UFC 326, et je te fais une transition. Aussi, mais les l'UFC 326 au mois de mars. Qui va être ouf. Grotesque, hein, enfin. Avec Benoît en mai. Non. C'est de la, je dis de la merde, c'est le 325 qui est transition. 326, on a que le main event pour le moment. 325, du coup, on a Benoît Hooker pour moi et pour toi qui est du coup la demi-finale de la BMF. Ouais. Pour moi, je pense que si c'est Benoît qui gagne,
il a le niveau, enfin il a le pedigree comme on dit, Ouais. pour demander la BMF. Moi, je prédis une soumission de Benoît. Moi aussi. Bah en même temps, je suis pas trop se mouiller, mais Je sais pas soumission quel de round, Benoît au mais- deuxième. Je vois un remake de Ruffy en fait. Ouais, un peu, ouais. Et d'ailleurs, Ruffy, Donc, qui est en. Et qui est juste avant Benoît contre Juste avant Fiziev, Benoît. donc un gros fight. Qui ça, je reprend me un mec rappelle. au-dessus. Parce que en même temps, qui veut se prendre Fiziev, j'ai envie de te dire, le mec c'est soit il pull out, soit il KO, donc bon. Donc j'espère que sur le- Fiziev va pas pull out. Ouais. Parce que j'ai envie de voir si Ruffy revient. Est-ce qu'il a le niveau Bien pour ou battre pas. Fiziev aussi? Parce que c'est pas avec un coup de pierre tourné qui va toucher Fiziev. Hein. Il en avait ski plus Ouais. d'un avec ses retraits de bus. Fiziev, c'est son truc. Donc c'est quand même le coach de la Tiger Muay Thai en Thaïlande. Hein. C'est un Azerbaïdjan qui est coach de Muay Thai en Ouais. Thaïlande. Donc Ah, bon, bon. à partir de là, tu sais que le mec il tape. Et tu sais qui Donc est voilà, solide, ouais. il est solide debout. Et le main event, c'est Volkanovski Lopez 2. Deux. Donc ils font instant la revanche pour Volkanovski. Et pour Lopez, du coup, Diego Lopez qui bat, je sais pas. Une carte de malade mental, je pense qu'on va avoir des finishes. Et... Au UFC Sydney. Mais l'UFC Sydney, par contre, du coup, j'ai vu qu'il reste aux heures américaines. Du coup, Benoît va se battre à genre 7h du mat. Nickel. Parfait. Enfin, pas 7h, il va à genre. Je crois que le main event, ça doit être à genre 11h. Et Benoît va se battre genre à 10h à Sydney. Ça n'a aucun sens. Faut arrêter ça. Ah, surtout que t'es avec Paramount, enfin, les mecs peuvent regarder en rediff le soir Ah l'UFC. ouais. Qu'est-ce qui casse les couilles là? Non, mais c'est chiant. Je comprends pas. Enfin, du coup, ça veut dire que l'UFC Paris sera potentiellement aux heures américaines, donc on se battrait à genre 6h du mat, quoi. Ouais. Le main event. Ouais, non, mais Ça c'est n'a aucun chiant. sens. Et l'UFC 324, le main event, du coup, c'est Paddy contre Justin Gage. Alors, c'est le premier truc qui a été annoncé, donc dépité, c'est-à-dire que Topuria ne se bat pas. Non, mais attends. Dégoûté. Pour la ceinture intérimaire, c'est annoncé. Pour la ceinture Mais intérimaire. on a eu aujourd'hui, le jour où on tourne le podcast, un communiqué de Topuria sur Instagram qui dit que il va pas défendre sa ceinture pendant un moment, on sait pas. Et lui-même ne sait pas, je pense, parce que son ex-femme lui balance des menaces, d'accusations de violence conjugale. Donc, bon. Et puis, je crois qu'il y a des trucs avec les gardes des enfants et tout. Donc, pas de Topuria, en tout cas pendant une bonne partie de l'année, si ce n'est toute l'année. Donc, est-ce qu'ils vont pas passer Gaethje Pimblet pour la ceinture officielle? On sait pas encore. Je me dis, si on sait pas, même si Topuria est aimé, vu qu'il veut éviter les intérimaires, bon. De toute façon, Topuria a vu les 3 derniers combats, enfin, vu tous ces combats, en fait, il a le pédigré, encore une fois, Ouais, mais pour se battre en main event à la ceinture. Topuria, donc, Pour 77, 70, 66. Sur les 3 KT, il peut être instantanément un title shot, peu importe quand il revient. S'il revient fin d'année, s'il revient en juillet, s'il revient à la Maison Blanche, on s'en fout, on sait qu'il sera pour la ceinture. Même si c'est pas lui qui l'a, il en a rien à foutre. Et que ce soit pour n'importe lequel des 3, de toute façon, j'ai envie de voir le fight, c'est Topuria, donc j'ai envie de voir des commotions cérébrales. Mais du coup, le co-main event, ça n'a aucun sens qu'il soit là. Normalement, il avait été annoncé pour la Maison Blanche, potentiellement. C'est Kayla Harrison contre Amanda Ouais. Nunes. Je pensais que ça allait être Maison Blanche, mais non. Pour la mort un peu. Après, combat de malade, combat de malade pour les meufs. Après, il y a eu Sean O'Malley contre Sondia Dong. Ouais, il va y avoir Sean O'Malley et Sandy Adams. Donc gros fight en striking. Acosta encore une fois, Ouais, qui s'est Acosta. foutu de la gueule de Thomas Pinal d'ailleurs parce qu'on n'a pas dit. Il a pris Oui. le pote de Thomas Pinal dans l'année. Il s'est pris un doigt dans l'œil. Alors que le pote de Thomas Pinal avait dit moi je fais jamais de doigt dans les yeux, j'en ai jamais mis en 15 ans de carrière. Eh ben, il en a c'est le mis. combat où il a mis un doigt dans l'œil à Et il a Acosta. pas vu. Acosta lui a mis une commotion cérébrale après. Et du coup depuis il vient avec un bandeau de pirate, c'était trop drôle. Et il est 5ème, il prend Derrick Lewis qui est 8ème. Hein. Ouais, il est passé devant Derrick Lewis et il prend Derrick Lewis. Donc là, s'il le KO, premier degré, je pense qu'il peut se battre pour le titre après. Ouais. Je pense que ça va être la première défense de Cyril, parce que Cyril va enculer Thomas Pinal. Et il y a Arnold Allen contre Jean Silva, combat de tapeté mentale, on sait que ça va s'envoyer, ça va débiter, ça va s'arracher la gueule. Parce C'est qu'il y a Omar mais Nurmagomedov. parce qu'ils sont pas dans les ordres, ils sont pas dans l'ordre ceux-là. Bah, je crois que c'est l'ordre qui est prédéfini, mais. Non, mais c'est pas possible. On est sur le site en même temps de l'UFC pour regarder les cartes. C'est pour ça que j'ai beaucoup regardé d'ailleurs là-bas. Qui est passé devant Oumar Nurmagomedov, Figueiredo. Non, mais je pense que. Je pense pas. Nurmagomedov, il est là, Figueiredo, pour moi déjà c'est à mettre devant O'Malley. Ouais. Mais bon, gros Ouais, fight. du coup, voilà, ce gros fight là, moi je suis pour Figgy parce que j'aime bien Figgy, mais j'ai envie de voir Oumar contre Ouais, mais Peter Yan. Oumar, Donc dans tous les cas, j'ai envie, peu importe, je m'en fous. Et Ateba Gauthier qui est sur la carte aussi. Donc. Le boss. Attends, descend, il y avait Encore une commotion cérébrale. Ah là là. Ah oui, elle prend Rose. Ok. Ah oui, Natalia Silva.
Ça fait Qui chier avait parce gagné que contre si Grasso. Rossi. Ouais, elle est juste devant Manon. Donc si elle gagne contre Rose, elle peut passer devant Manon. Et si Rose gagne, ils peuvent faire passer Rose Ouais, devant. en vrai, Manon, je suis pas sûr que l'année prochaine, elle a tête de la shot. Si. Moi, je pense que Valentina va monter et ils vont faire Natalia Silva contre ouais, Manon. possible. Ouais. Pour la ceinture, je pense qu'ils vont faire un truc comme ça. Valentina. Voilà. Et ouais. Grosse année 2026 qui s'annonce. Qui s'annonce, on a eu une très grosse année encore, surtout Ouais, à partir encore de une très mai, bonne juin, année. juillet, par là. Encore un très beau podcast sur la chaîne de 2 heures. Flight. 2 heures. Après le montage, je pense que ça va faire un peu avant de 2 heures, mais voilà. On n'a pas fait encore les awards. Ça sera un peu moins Et long. on n'a pas dit potentiellement le retour de Doumbé. Ouais, potentiellement retour de Doumbé en Voilà, 2026. potentiellement le retour de Doumbé. Est-ce qu'on est hypé ou pas? Je sais pas. Si c'est contre Patrick, je suis hypé Je de sais pas à malade. quoi on pensait. Ouais, ouais si c'est À deux contre doigts d'acheter des Patrick. billets Ouais. pour y aller, mais si c'est pas contre Patrick, j'en ai voir. un peu rien à branler. Et du coup, on après fait les awards, KO de l'année, les awards, ouais, sur pour- l'année, on va avec faire ce qui a été annoncé sur Instagram par l'UFC. Sauf C'est s'il ça. y a vraiment d'autres trucs. Donc en attendant, Parce qu'ils ont pas on dû- va essayer. Ils ont pas encore tout annoncé, du coup, vu qu'on est que le 15 décembre. Mais il manque plus qu'une ligne à compléter. Donc, en knockout, Ils viennent d'annoncer à l'instant, Ouais, il y a 2 heures, événement de l'année UFC il y a une seconde, 313. j'ai la story. C'est écrit le bas, peut-être pas en story, mais en. Ah ouais, bah, la story, ils l'ont mis il y a littéralement une seconde. Bref, du Bon, coup. du coup, en KO de l'année. Pour le moment, ce qui a été annoncé, c'est Topuria, Ruffy, Green, Murphy, Pico. Personnellement, je mets Topuria, mais après, c'est parce que je suis fan de Topuria. En termes de beauté technique, je mets Green. Et après, Ruffy, en termes de violence et beauté technique, c'est ce qui rassemble les Ah, deux. mais faut en ressortir un. Topuria, Oliveira. Ouais, je vais dire pareil, c'est parce que c'est Oliveira et que je kiffe Topuria. Mais pendant tout le long de l'année, quand même, j'étais plus en mode bon, ça va être Ruffy, parce que Ruffy c'était ouf, mais Topuria. Ouais. Soumission, on a Merab contre Sean O'Malley, la soumission nord-sud. On a Silva contre Mitchell, la Ninja Choke. Et on a Harrison contre Pena, la Kimura. Donc moi, je mettrais. Enfin, putain, je sais pas. Peut-être Silva en vrai, parce qu'elle est belle, mais en fait, Merab c'est sur Sean O'Malley, c'est ronde 2, défense de titre. Moi, je mettrais Harrison. Ah ouais? Ouais, parce que je l'ai trouvée hyper violente et j'ai l'impression qu'elle allait lui briser le bras en deux. La soumission a duré une seconde. Ouais, c'est vrai qu'il a été. Donc à peine elle lui a touché le bras en fait quand elle a tapé parce que son bras allait littéralement se faire disloquer par Hulk. Non, en Mais, vrai, je mets après Merab. en fait moi je mets pas Merab tu vois parce que Merab en fait Sean O'Malley on sait qu'il a pas le niveau au sol pour arrêter. Ouais, mais Merab il met pas ça son point. Je suis tout bleu. On dirait que je suis malade. Mais, mais Merab il met pas souvent de soumission donc quand il l'a mis j'ai été content. Donc mais j'ai plus hésité avec Jean Silva Mitchell parce que Jean Silva je trouve il a trop imposé un truc. Ouais, c'est vrai que Jean Silva c'était violent. Après là il y a eu Comeback of the Year. Voilà, donc Prochaska contre Rountree. Il y a eu Almeida contre Razakalaskan. Et Brodage contre Marquez. Personnellement, il n'y a pas de débat. Ouais, il n'y a pas de débat pour Chaskagiri. Ensuite, pour les débuts à l'UFC, il y a eu Ateba Gauthier, Salkild et Wellmaker. Wellmaker a perdu son dernier combat. Je l'ai goûté. Donc, pour moi, on peut pas le mettre dans le début de l'année, même si il l'a mis sur un one punch knockout, tu sais le retrait, il a mis retrait sur le low kick, crochet direct dans la gueule, c'était magnifique. Et moi, je suis dégoûté, mais du coup, je mettrais Ateba Gauthier, même si Salkild il a mis un sale high kick et tout, mais Ateba Gauthier il a mis 3 ou 2 KO, je crois. Malade. Et en fait, il rappelle trop le Ngannou dans son style. Ouais, c'est ça, c'est le nouvel Ngannou camerounais. Il te tape et puis il te touche, peu importe où, le mec dort. Ouais. Le mec dort. Il te met une patate dans le bec, les mecs dorment. Le mec qui a trop de force. Donc ouais, t'es Bagochi aussi, je suis d'accord. Ouais. Et après, du coup, en event, pour le moment, là, ça fait chier parce que c'est que des gros events. Hein. UFC 320, donc Pereira qui récupère la ceinture sur Ankalaev, avec le comeback of the year dans le même event. Ça a déjà des gros arguments. Événement de l'année 322, donc Islam contre JDM. JDM, enfin du coup il devient double champ. Il y a que des combats de malades, que des finishes de malades. Benoît 16 secondes, Prates sur Edwards, Morales sur l'autre, là je sais plus comment il s'appelle. Et 317. Topuria Oliveira du coup. Topuria Oliveira, ils ont même pas mis, des trucs de ouf. Moi je mets C322. Je mets le C322 aussi parce que la carte était vraiment oufissime, mais c'était les 77, ça se renouvelait beaucoup et tout. Il y avait 2 title shots pour 2 doubles ceintures, mais même si dans mon cœur le main event c'est Topuria Oliveira qui est meilleur, mais le C322 au-dessus. Pour moi le KO c'est Topuria Oliveira, la soumission c'est Kayla Harrison sur Pena, le comeback c'est Jiri contre Rountree, les débuts c'est Ateba Gauthier et l'événement c'est UFC 322. On est plutôt corda et je crois qu'il y a juste la soumission qui change, donc moi KO
Topuria, soumission Merab, comeback Jiri. Bon, finalement, c'est toute la première ligne. Ateba Gochi pour le UFC début. Et Event, je mettrais UFC 322. Et j'ai vu qu'on De pouvait ce qu'on a voter là, après, je sais à partir du 27. Donc je sais pas quels seront les autres nominés. Peut-être qu'ils vont mettre des nominés qui vont me rappeler qu'il y a certains KO ou certaines soumissions ou autres, mais voilà. Bon, je suis tout bleu. Voilà, moi je suis tout rouge, je suis parti dans On est l'Upside à Down. 2h31 de rec. Le dérush je pense va que être le podcast va durer, j'espère, 1h45. Ouais, ça arrive à être bien, bon. ouais. On se retrouve l'année prochaine. On se retrouve l'année prochaine, même date, même heure, même jour. Je rigole, je sais pas que ça sera le même jour, mais on se retrouve l'année prochaine, du coup pour débriefer encore une fois l'année 2026 du coup en MMA, déjà 2026, hein, on est bientôt à la fête. C'est la 3e année quand même qu'on fait ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Bon, du coup, année. moi, j'ai regardé, est-ce que vous voulez plus de petits podcasts, vous pouvez me le dire. Est-ce que j'aurai le temps de les faire? Je sais pas. On verra ça. Mais... Moi, je regardais beaucoup là, c'est parce que j'ai les infos à gauche et puis moi aussi, je regardais beaucoup à droite. En face, j'ai Flight pour la cam de l'overlay. Je commence à être tout bleu. Je vous fais des bisous. Enfin, sous tout le monde. On vous dit au revoir. Et puis, oubliez pas Code Weekend One. Qui fait toutes les règles des. les gars, vous avez mon code les gars, sur Nutrimuscle là. Et c'est pour tous les coaching à distance. Vous m'envoyez un message sur Instagram. Vous m'envoyez un message sur Instagram. Et on se revoit peut-être l'année prochaine ou peut-être avant s'il y a d'autres trucs, mais je crois qu'on a déjà même fait l'année dernière. Si un jour j'ai la foi, je sais pas, je parierai pas sur ça. Un petit SPGT à 6, je sais pas. À voir. Allez, on se dit au revoir. Merci pour l'invitation. Et avec des gros plaisir. bisous. Des gros bisous.